On est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, une bonne journée, tout ça. Bienvenue pour cette nouvelle interview, ce nouveau stream et cette nouvelle interview, avec, une députée européenne en l'occurrence, du Parlement européen. Députée européenne en général c'est au Parlement européen. Comme vous l'entendez ce soir, on est en français parce que notre invitée est française, hein. Il s'agit de Sylvie Brunet. D'ailleurs, je vais vous mettre sa petite fiche de présentation là tout de suite. Donc voilà, il s'agit de Sylvie Brunet du groupe Renew Europe. Donc elle est, MoDem en France. On est donc au centre, hein, de l'échiquier politique européen. Sylvie Brunet est députée européenne depuis 2019, donc c'est son premier mandat. Et au Parlement, elle est membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Et elle est suppléante en commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Et en plus de tout ça, elle est une des vice-présidentes de son groupe politique, donc Renew Europe. Et pour vous donner un petit peu une idée de ce sur quoi elle travaille, du coup, de ce dont on va discuter un peu ce soir, elle travaille beaucoup sur la question de l'Europe sociale, les droits sociaux des Européens, notamment ceux des travailleurs, ainsi que les droits des femmes et la lutte contre le harcèlement, la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est un peu pour les thématiques de ce soir. Comme d'habitude, avant qu'on se lance dans l'interview, bref rappel des règles pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux avec nous ce soir. Donc notre invitée va rester avec nous pendant à peu près une heure, hein, jusqu'à 21h, après quoi elle sera libre d'aller profiter du reste de sa soirée. Mais vous resterez avec moi pour faire un petit débrief d'une demi-heure pour discuter vos impressions sur l'interview, revenir sur certaines questions que vous avez pu, auxquelles on n'a pas pu couvrir nécessairement, donner des éléments de contexte et papoter d'une manière générale. Comme d'habitude, j'ai préparé mes questions par Mme Brunet, sur la base de ses priorités, sur la base des éléments qui m'ont été fournis. Vous pouvez bien entendu réagir et suggérer des questions dans le chat, c'est là pour ça, je garde un œil dessus. Comme d'habitude, réagissez, posez vos questions dans la joie et la bonne humeur, sans spammer. Je sélectionnerai vos questions si c'est des sujets qu'on n'a pas encore couverts, si on a le temps, etc. Vous savez comment ça se passe. Que vous dire d'autre? Je pense qu'on a couvert à peu près les bases. Et sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance dans cette interview. Bonsoir Sylvie Brunet, bienvenue et merci de prendre le temps de nous répondre, de venir répondre à nos questions ce soir. Donc, vous m'avez entendu faire une petite présentation, une introduction à votre propos. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'aurais oublié à votre propos que vous voudriez préciser avant qu'on se lance dans l'interview en elle-même? Écoutez, bonsoir. Non, je pense que c'est un bon résumé de tout un parcours, tant professionnel que politique, très dirigé sur les sujets sociaux, l'emploi, les droits des femmes, voilà, dans différentes sphères, mais aussi dans l'entreprise, hein, puisque j'ai été DRH pendant des années, et directrice des ressources humaines, dans des groupes européens, internationaux. Donc voilà, je crois que sont vraiment mes sujets. Et très tourné aussi sur la jeunesse. Donc, Mmh. l'apprentissage, la mobilité des jeunes, Erasmus sont aussi beaucoup de sujets sur lesquels je m'investis. Et du coup, donc vous êtes députée européenne. Comment vous êtes lancée en politique? Quelle était pour vous l'étincelle qui vous a dit, bah, je vais me lancer en politique et je vais devenir plus tard députée européenne? Ça a été quoi l'étincelle? Alors moi, j'ai commencé ma carrière politique, si je puis dire, en étant très locale, conseillère municipale, hein, dans ma commune, puisque j'ai la chance d'habiter Cassis, dans le sud de la France, c'est quand même un très bel endroit. Toujours avec cette envie de faire de la politique pour améliorer la vie des autres, de mes concitoyens, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a motivée. Très jeune, j'étais plutôt militante Amnesty International, enfin plutôt dans ce type d'organisation. Mais j'ai toujours eu en parallèle un métier. Bon, j'étais effectivement, comme je l'ai dit, dans le privé, DRH. J'ai été professeur aussi dans une école de management dans mes dernières fonctions. Et puis, bon, je me suis arrêtée sur les mandats locaux et en 2017, j'ai été investie aux législatives en France, hein, avec la majorité gouvernementale d'Emmanuel Macron, qui est arrivé en renouvelant aussi, en renouvelant un petit peu et la politique et le personnel politique, si je puis dire. J'ai perdu, l'échec, ça, on apprend beaucoup de l'échec en politique aussi. Et puis, voilà, quand les élections européennes se sont présentées, je suis dans un parti très européen, le MoDem, le Mouvement démocrate, avec François Bayrou. Et donc, je me suis dit, bah, ça y est, c'est le moment. J'ai toujours pu rêver de ce mandat-là, puisque ma formation est une formation de juriste, hein, en droit international européen particulièrement, donc à Effectivement. Aix-en-Provence, Paris. Tout m'y prédestinait.
Et donc voilà, maintenant vous êtes au Parlement européen, vous l'avez dit, un sujet qui vous préoccupe beaucoup, c'est la question sociale, c'est la question de l'Europe sociale. Euh, alors, la question sociale, c'est un sujet qui est chaud en France en ce moment, on va pas en parler, hein, on parle de politique européenne ce soir, mais aussi, que si on parle de l'Europe sociale, ça a toujours été un peu un serpent de mer hein, en termes de politique européenne. Donc, pour commencer un peu à couvrir, on va dire de manière un peu générale, le sujet, pour vous, enfin, l'Europe sociale, en fait, on met quoi derrière cette notion? Jusqu'où on va? Ça veut dire quoi concrètement l'Europe sociale? Vous savez, ouais, très concrètement, bah, comment l'Europe, elle s'est quand même construite au départ, hein, donc il faut bien le dire, c'est surtout un marché. Bon, il y avait la paix, bien sûr, l'idée de la paix, mais en fait, c'est un marché économique. Or, et ça, je l'ai toujours dit et répété, on ne peut pas imaginer concevoir un marché euh, ouvert et qui se développe, économique, sans les gens, sans les salariés, sans ceux qui travaillent, sans les travailleurs. Donc, il est absolument inconcevable, plus les temps avancent, de ne pas avoir la dimension emploi. Et donc, je pense que derrière l'Europe sociale, il y a eu une étape clé qui a été l'adoption du socle européen des droits sociaux en 2017 hein, à Göteborg, où en gros, on a rappelé 20 grands principes sur ce que nous devons traiter, oui, maintenant. Alors, vous avez raison, il y a beaucoup de débats, hein, le nombre de fois où j'entends dire, oui, mais c'est pas vraiment de la compétence de l'Europe, c'est la compétence des États membres. Ben non, pour quelle raison? Un, crise après crise, on le voit, on est encore malheureusement encore confronté à cela. On voit bien qu'on est obligé de prendre un certain nombre de mesures en matière sociale, parce qu'il n'y a pas que la mobilité, la sécurité sociale, les problématiques de travailleurs détachés, par exemple, qui parlent à tout le monde. Il faut qu'on ait quand même quelque chose de juste, d'équitable, qu'on ait ce qu'on appelle une convergence sociale aussi, sinon on a ce qu'on appelle du dumping social. Donc je crois que le fait qu'on se soit élargi, maintenant on est 27, a entraîné cette question et aussi cette nécessité d'avoir un minimum de rules, de règles au niveau social. C'est ça qu'il y a derrière l'Europe sociale. Mais il y a aussi une grande évolution liée à l'évolution elle-même du travail. Ça, c'est un sujet qui m'est très cher, parce que je travaille depuis fort longtemps sur ce point. Eh bien oui, effectivement, avec le numérique, le digital, les nouvelles formes de travail qui émergent, on voit bien que nous devons intervenir au niveau européen. On ne peut pas laisser tout se déréguler et petit à petit, on est obligé, enfin on doit se pencher sur des textes qui vont recouvrir des nouvelles formes de travail. Je pense à l'ubérisation, les travailleurs des plateformes numériques, par Alors exemple, ça, on en parlera plus tard. Effectivement, voilà, c'est un grand sujet effectivement qui voilà. occupe Bruxelles et le Parlement européen ces temps-ci. Donc on y reviendra un peu plus tard. Mais comme vous l'avez dit, souvent quand on parle d'Europe sociale, il y a une tension entre la compétence nationale et la compétence européenne. De votre point de vue, jusqu'où en fait l'Europe sociale pourrait raisonnablement aller sans empiéter de manière disproportionnée, on va dire, sur les plates-bandes ou sur, on va dire, ce que devrait relever légitimement du niveau national. Ah, moi, je pense que fondamentalement, ce qui est important dans moi, les sujets que je traite, c'est de poser un certain nombre de principes ou d'obligations en disant, bah voilà, là maintenant, on est absolument obligé d'être transparent, par exemple, sur les salaires des femmes. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller dans le détail et tenir la plume dans chaque État membre en disant bah, vous devez que ça doit s'appliquer de telle ou telle manière. C'est vrai qu'on va de plus en plus maintenant dans le détail, hein, on devient de plus en plus contraignant. Mais au départ, il y a quand même beaucoup de sujets sur l'Europe sociale, que ce soit les droits des femmes, euh, bon, pour lesquels maintenant, oui, on doit affirmer un certain nombre de principes qui sont incontournables, qui doivent être respectés dans tous les États membres. Quand on parle d'État de droit, puisque c'est quand même dans nos valeurs, c'est ce que nous prônons, on ne peut pas être dans l'Union européenne si on ne respecte pas un certain nombre de droits. Alors, la liberté des médias, la liberté de la justice, mais aussi le respect de droits fondamentaux, de droits humains, et qui recouvrent les droits des femmes. Et ça, voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'on va dans le détail dire aux États membres, vous devez appliquer les choses de telle ou telle manière. Il y a un certain nombre de grands principes qui me paraissent fondamentaux et que de plus en plus on doit rappeler dans le cadre de cette Europe sociale. Hein. Donc je crois que c'est ça qui est important. Alors, on parle toujours sur le thème de l'Europe sociale. Une des dernières avancées entre guillemets de l'Union européenne sur le sujet, c'est la question du salaire minimum européen.
Alors derrière cette notion de salaire minimum européen, vous allez peut-être nous expliquer un peu, c'est pas il y a pas un SMIC européen qui est défini, c'est plutôt le principe que chaque État doit avoir une forme de salaire minimum, dans tous les pays. De votre point de vue, est-ce que cette directive, hein, sur le salaire minimum européen, c'est quelque chose qui va assez loin pour lutter contre ce qu'on appelait, le dumping social ou et aussi pour améliorer la vie de tous les Européens? Ou est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Vous auriez souhaité qu'on aille plus loin sur ces sujets-là? Non, moi je pense que c'est suffisant. De toute façon, sinon on ne serait pas arrivé hein, à voter sur un texte. Alors c'est typiquement l'illustration de ce que je viens de dire. D'autant que vous le savez, dans certains États du Nord notamment, je pense à la Suède, au Danemark, la norme sociale s'établit de façon différente par la voie de la négociation. Donc il y a souvent des blocages sur un certain nombre de sujets, alors, surtout quand c'est un très haut salaire, en disant oh là là, ça relève des États membres, ne venez pas nous imposer des dispositions législatives à niveau européen parce que nous, on se débrouille nous-mêmes avec la négociation. Bon, ça n'a pas été l'idée de cette directive. Alors, comme vous l'avez dit, c'est pas dire vous avez partout le même niveau de salaire minimum, ça serait juste impossible. On sait très bien que ça va d'une échelle de 1 à 10, donc c'est juste impossible. On n'a pas les mêmes niveaux les niveaux de pouvoir de pouvoir enfin voilà Pouvoir en d'achat, termes ouais. de pouvoir d'achat, je cherchais le mot. Donc c'est impossible. En revanche, oui, dire il doit deux choses qui me semblent très importantes dans ce texte. Un, il doit y avoir un salaire minimum, quelle que soit la façon dont il est établi, de 60% du salaire médian. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le salaire médian dans chaque État, il va être différent. Comme on vient de le dire, il est dépendant du PIB, effectivement du pouvoir d'achat, du niveau de vie dans chaque État. Mais au moins on le dit, on pose le sujet, on dit il doit y en avoir un. Ça c'est le premier point important. Et la deuxième chose qui me semble majeure, c'est que on dit aussi, vous avez une obligation de négociation, de couverture par la convention collective, les accords collectifs sur les salaires. Et là, il y a des grandes disparités, hein. On a quand même des États membres où on est en gros à 20 ou 30% de couverture, puis d'autres, on va être à 80-90. Donc, ce qu'on a établi dans ce texte, c'est chaque État membre devra au fur et à mesure se mettre à niveau pour arriver à une couverture de tête, je crois, de 80% en termes de convention collective, d'accord, sur les salaires. Donc, vous voyez, c'est ce cercle vertueux. Alors, certains disent, ouais, ça ne servait à rien, mais non, qui connaît bien la question sociale pour avoir beaucoup négocié, c'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Ça oblige à poser le sujet, ça oblige à voir les organisations syndicales, à les faire se développer si on n'a pas assez. Mais on ne peut pas occulter le sujet des salaires dans une économie qui se veut prospère et que l'on veut développer. Donc, c'est ça qu'avait bien l'idée du salaire minimum. Et du coup, voilà, cette directive dit que voilà, il doit y avoir un salaire minimum défini, enfin, défini de la manière qu'il faut, que ce soit par la loi, par la négociation collective ou autre, il doit être 60% du salaire médian. Si on prend l'exemple français, est-ce que cette directive va changer quoi que ce soit pour la France et les Français, ou au final, on avait déjà l'arsenal législatif qu'il fallait, et pour nous, ça ne changera rien, en fait, cette directive? Alors, pour nous, directement français, en raison des dispositions que l'on a déjà légales, bon, ça ne change pas dans l'immédiat. Là où ça change les choses, c'est dès qu'on parle de mobilité, de la problématique par exemple des travailleurs détachés, plus on équilibre les choses, plus on évite des disparités, des déséquilibres. Bon, parce qu'effectivement, en matière de main-d'œuvre, on est à un niveau européen. Et si on voit venir en masse des travailleurs d'autres États membres qui sont vraiment à des niveaux très bas, ça déséquilibre l'ensemble, donc c'est pas une bonne chose. Donc ça rééquilibre plutôt ce marché européen du travail. Je pense à certains secteurs comme les secteurs agricoles, bon, c'est nécessaire. Alors ça a une notion vertueuse aussi pour nous obliger, nous aussi, Français, hein, on n'est pas toujours parfait, à accueillir très correctement des personnes, par exemple les saisonniers ou autres, en s'obligeant à respecter un certain nombre de dispositifs hein, aussi. Mais voilà, très directement sur la notion de salaire minimum et comme je l'indiquais, en plus de la couverture convention collective qui est élevée chez nous en France,
Non, pas vraiment, parce on est déjà quand même assez avancé. Mmh. On a déjà rempli un certain nombre de dispositifs. Ouais, donc Voilà. au final, c'est une directive qui va plus, si on simplifie, c'est quelque chose qui va plus être, dirigé vers les pays de l'Est où il y a moins ces minimums ou ces minimums de salaire et cetera, que sur des pays de l'Ouest ou des pays du Nord qui ont déjà un arsenal législatif en matière sociale qui permet de garantir des niveaux de salaire, heu, décents, enfin en tout cas, supérieurs à ce niveau minimum défini au niveau européen. Si on remonte un peu dans le temps, on se souvient, lors du référendum de 2005, la punchline qu'on entendait tout le temps, c'était, le fameux plombier polonais, de la Ouais. directive Bolkestein, qui allait venir et prendre tous les emplois des plombiers français. Est-ce que, quand on regarde un peu, sur le temps long, c'est bientôt ces 20 dernières années, est-ce que cette perception un peu négative des travailleurs, européen, mais non français, elle commence à changer? Est-ce qu'il y a aussi cette idée, ces écarts de salaire qui quand même se réduisent à mesure que le temps passe et que du coup, bah, les États de l'Est, d'un point de vue économique, on va dire, rattrapent lentement mais sûrement leur retard économique sur les autres? Ou est-ce que on est toujours en fait sur une situation où il y a un écart qui est très très large entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, et cet écart va rester comme ça, c'est tout? Bah, on continue à avoir un écart, hein, c'est indéniable. Quand on voit que, je crois de tête, en Bulgarie, le salaire minimum doit être à 300 euros. Bon, non, non, on a une marge de manœuvre, hein, forcément. Après, ce qui est important, c'est qu'on ait une vue globale et que les travailleurs bulgares soient aussi aient un travail décent, soient rémunérés à un niveau correct. Et puis, quand ils le souhaitent, ou c'est d'ailleurs souhaitable, hein, dans bien des cas, ben, qu'il y ait une mobilité, mais je vous dis, plus équilibrée. Avec, voilà, parce que sinon, on a des déséquilibres sur certains secteurs professionnels et du coup, ça tire vers le bas les salaires, ça continue à tirer vers le bas les salaires d'ailleurs des Français dans ces domaines-là, et ça crée des tensions bon, qui sont pas souhaitables. Donc, bon, moi, non, non, les écarts commencent un petit peu à se diminuer. Et puis aussi les obligations de formation, enfin tout ce qui accroît la qualité aussi de l'emploi. Et en ce moment, de toute façon, la vraie pratique en ce moment partout, hein, quel que soit le pays, en Europe, c'est la pénurie de main-d'œuvre, hein. Donc, c'est des secteurs entiers où, euh, par la force des choses, on a du mal à recruter partout. C'est le leitmotiv, où vous soyez, hein, vous soyez Mmh. en Espagne, en Italie, en Roumanie, en France ou en Allemagne. Bon, on a une question de pénurie de main-d'œuvre. Donc, les écarts, je dirais, tendent à quand même Se un réduire. petit peu à se réduire, Alors, notamment grâce à ces textes. on a parlé un peu de la réticence, on va dire, notamment des pays du Nord sur la question du salaire minimum, parce qu'ils ont leur propre manière d'atteindre ce salaire minimum qui est non pas par la loi, mais par la négociation collective. Euh, Si on va à l'Est, à nouveau, les pays des pays de l'Est étaient plutôt opposés à cette idée de salaire minimum européen, parce qu'ils y voyaient un avantage compétitif. Et l'argument qu'on entendait souvent, c'était de dire: oui, mais attendez, si on a ce salaire minimum, on va se retrouver désavantagé par rapport aux travailleurs des pays de l'Ouest, et donc c'est nous qui allons être perdants dans cette histoire. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une question une réelle question de compétitivité qui se pose pour les pays de l'Est, ou au final c'était juste, ils n'avaient pas envie d'avoir un salaire minimum, point barre? Les entreprises, pour être allées en Roumanie, étaient très inquiètes sur ce texte en disant mais on va pas y arriver. Alors, on avait en plus, il y a eu la Covid, là maintenant, bon, il y a l'agression de l'Ukraine, mais à l'époque, il y avait au moins déjà le contexte Covid qui faisait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et on se dit mais ça va jamais, on va jamais y arriver. Bon. Puis finalement, pour toutes les raisons. On a vu une espèce de glissement, parce qu'on a quand même eu un gros sujet sur le chômage, sur le niveau d'emploi, hein, en Europe. Alors, particulièrement en France, c'était le gros sujet. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais là, depuis quelques mois, on glisse complètement. Maintenant, le leitmotiv, moi, quand je suis en emploi, c'est, je vous l'ai dit, les pénuries de main-d'œuvre, on n'arrive pas à recruter. Je vous dis, je ne parle même pas de l'informatique, c'est encore plus dur. Mais la restauration, en fait, quand on est sorti de crise, on n'a pas bien anticipé la reprise qu'il allait avoir sur certains secteurs.
Et je pense effectivement en restauration, hôtellerie, dans tout le secteur du tourisme, mais aussi le bâtiment. Alors, je parle même pas du care, hein, tout ce qui est soins, il y a des pénuries partout. Donc du coup, avec tout ce contexte-là, ça a un peu fait tomber le sujet parce que s'ils veulent aussi les entrepreneurs, je sais pas, bulgares, roumains ou autres, polonais, bah, trouver des plombiers, avoir du monde pour travailler, ils en ont besoin hein, pour tout leur développement économique. Bah, il faut quand même les rémunérer. Donc, et je crois d'ailleurs, c'est un constat que je crois qu'il y a eu des chiffres récemment en France, on a beaucoup moins de travailleurs détachés, de fait. Vous voyez, ne serait-ce que cette problématique-là, parce qu'on en a beaucoup parlé, vous avez raison, c'était à un moment donné un sujet dont on parlait tout le temps, hein, parce qu'il y avait un dumping social. Je pense qu'il y a moins de mobilité parce que, bon, dans un certain nombre de domaines, bah, si les gens arrivent à trouver sur place un travail qui leur convient bien et qui est décemment payé, ils préfèrent. Après, on devra toujours encourager la mobilité des jeunes, que ce soit Erasmus ou autre, mais aussi des cadres. Il y aura toujours, heureusement, un marché, une fois de plus, c'est aussi des travailleurs et c'est très souhaitable qu'il y ait une mobilité. Mmh. Voilà. Donc, non, les écarts, on en parle moins en tout cas. C'est vrai que c'est une question D'accord. qui remonte moins. Alors, Voilà. l'autre sujet chaud en ce moment sur la question de l'Europe sociale, c'est, on l'a déjà mentionné, c'est la question des travailleurs des plateformes, hein, les travailleurs Uber, les chauffeurs Deliveroo, etc. etc. Il y a une directive qui est actuellement sur la table au niveau européen, sur laquelle vous travaillez. Euh, est-ce que est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi le principe de cette directive? Pourquoi l'Europe veut légiférer sur ces travers des plateformes et comment elle veut le faire? Pas en deux, trois mots, mais en tout cas de manière on va dire relativement simple. Oui, oui, vous avez raison. Je vais essayer de l'expliquer simplement parce qu'en plus, on peut mettre plein de choses, hein. C'est bien le problème du sujet. Derrière les travailleurs des plateformes, si on élargit trop la définition, à la limite, ça va concerner tout le monde, hein. On va tous être dedans. Donc, en fait, vraiment, ce qu'on a voulu circonscrire au travers de ce qu'on appelle les travailleurs des plateformes digitales, numériques, ce sont les personnes dont l'activité est principalement déclenchée, fournie par le biais de logiciels, d'applications, alors très souvent d'ailleurs sur les téléphones. Et donc, mais voilà, c'est pas non plus toute personne qui utilise un logiciel ou une application pour bosser, parce que ça, évidemment, on est pratiquement tout le monde est dans ce cas. Mais ça peut recouvrir donc des personnes qui travaillent sur site. Alors, le plus connu, c'est les livraisons, les chauffeurs donc de véhicules. Voilà, mais ça peut être aussi des activités de service à la personne, hein. Il y en a de plus en plus qui sont maintenant diligentées par ces formes de plateformes, hein, d'applications. Et ça peut être complètement en ligne. Ça peut être des consultants qui travaillent complètement chez eux, que sur ordinateur, mais dont l'activité est déclenchée par une application. C'est grâce à une application qui les met en contact avec des clients qui vont faire ce travail. Donc voilà en gros ce qu'on met derrière ça. Alors, c'est à peu près 28 millions hein, quand même de travailleurs dans l'Union européenne recensés, donc c'est pas rien. Voilà. Alors, pourquoi on a voulu adresser le sujet? Ça couvait depuis déjà quelques années. Mais si vous voulez, quand on définit pas trop bien quelque chose, on laisse la porte ouverte avec une vraie problématique de statut. Alors, en gros, il existe deux grands statuts pour travailler, hein, en tout cas sous ces formes-là. Le salariat, ou bien avec donc une relation de travail, ou bien ce qu'on appelle le travail indépendant. Donc en France, par exemple, c'est les auto-entrepreneurs. On est censé être un travailleur indépendant qui organise son temps comme il veut, et qui va ou pas travailler si ça lui chante, avec tel ou tel client si ça il ne veut pas, ben voilà, il ne le fait pas, etc., etc. Puis au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de ces travailleurs travaillent sans out of control. Donc, travaillant à la limite, 60 heures par semaine, voilà, on les a beaucoup vus pendant la crise Covid, Mmh. en première ligne, venir livrer des. Alors évidemment, les plus connus, c'est toujours les livreurs à vélo, etc.
Et si on ne réglemente pas, à un moment donné, bien évidemment, on peut aussi tout déréguler, hein. Donc, on est soi-disant auto-entrepreneur sur le papier, travailleur indépendant, sauf que, si on ne répond pas à une demande, dans la minute, on va être, déconnecté, on ne sait pas trop comment ni pourquoi et puis bon, ben, on n'a plus d'activité du tout. Si on a un accident, on tombe ou un accident du travail, ben, on n'a pas de protection. On est malade, on l'a vu d'ailleurs, certains avaient attrapé la covid puis, bah, on n'a pas de protection non plus, ça dépend aussi des États membres. Donc en fin de compte, on en est arrivé au constat qu'il y avait quand même des faux travailleurs indépendants. Ils étaient indépendants sur le papier, mais enfin, bon, en vérité, ils dépendaient d'une plateforme, et c'est là où ça devient compliqué, parce que la plus de plateforme qui est finalement l'employeur, hein, c'est des algorithmes. Alors, c'est un petit peu, oui, évidemment, l'avenir, hein, parce que de plus en plus, on va robotiser le travail, alors on devra répondre à des ordres, mais il y a quand même toujours une partie humaine qui sera nécessaire. Bon. Et du coup, cette directive, qu'est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'elle va changer du coup cette relation entre la plateforme et le travailleur, j'allais dire travailleur détaché, le travailleur des plateformes Tout à fait. Alors, bon, d'ailleurs, il faut savoir, moi, j'ai été rapporteur, c'est moi qui ai rendu le premier rapport, hein, Mhm. donc en 2020, le temps pas fini par passer. Bon, et effectivement, avant la directive, 2020, 2021, j'ai rendu, moi, j'ai conduit ces travaux qui ont préfiguré la directive. Alors, en gros, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, je vais caricaturer exprès, hein, mais alors le pauvre travailleur, bon, qui a vite fait télécharger l'application pour se faire quelques heures et un peu bosser parce que sinon il trouve rien. Bon, pas de protection, rien du tout. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et là, lui, bah, il voit que il dépend d'une seule plateforme. On lui interdit je caricature exprès, hein, Hmm. il n'a pas le droit de pouvoir s'abonner à une autre plateforme. Il peut pas discuter de sa rémunération. Si on lui restitue un centime d'euro, bon, sur une tâche, bah, il fait avec. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand il y avait des contentieux, c'était inégal, enfin c'était déséquilibré parce que le gars la nana qui est toute seule à devoir faire son recours, bon, donc on a renversé la charge de la preuve. Enfin, on a quand même présumé qu'a priori, dans un certain nombre de cas, avec quelques critères, ça a été tout l'objet de la discussion, il y a quand même une présomption de relations de travail. Dans un certain nombre de situations, quand on peut pas, quand on n'est pas libre de déterminer sa rémunération, quand on vous impose, par exemple, un certain, je veux dire, équipement, enfin un costume ou enfin des vêtements pour Hmm. travailler, un logo, etc. Bon, ça a l'air un petit peu de dire qu'on n'est pas si indépendant que ça. Donc du coup, c'est à la plateforme de démontrer, hein, s'il y a un contentieux, c'est pas automatique, que donc cette personne est vraiment un travailleur indépendant. Et donc ça a été important. Alors après, il va y avoir encore beaucoup de discussions maintenant avec le conseil et puis la commission, puisqu'on est loin d'avoir fini. Enfin, je passe sur les détails techniques parce que bon, certains groupes politiques voulaient aller plus loin, en gros dire tout le monde en gros était présumé en relation de travail. Fallait pas pousser non plus à l'extrême parce qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup, hein, cette forme de travail, notamment je pense à des chauffeurs, hein, dans les VTC. Et donc, il fallait trouver un équilibre, présomption, oui, de relations de travail, renversement de la charge de la preuve, c'est à la plateforme de prouver qu'ils sont vraiment indépendants. Et je dirais que ça oblige du coup à réfléchir pour ces plateformes, à réfléchir sur la manière dont elles organisent le travail avec leurs algorithmes. Mhm. Est-ce qu'elle protège suffisamment ses travailleurs? Est-ce qu'elle les informe suffisamment de ce qui se passe quand il y a un changement dans l'algorithme? Comment ça se passe sur leur rémunération? Enfin, et si elles n'emplissent pas ces conditions, bah, elles vont aller vers des requalifications, hein. Donc, elles ne pourront pas continuer à dire, voilà, c'est très simple, vous chargez l'appli et puis on vous fait bosser sans autre forme de conditions et d'explications. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, il y a plutôt une présomption. Dans un certain nombre de cas, bah, évidemment, vous êtes dans une plateforme digitale d'architecte. Bon, vous êtes évidemment présumé plutôt vraiment indépendant. Mhm. Mais là,
dans un certain nombre de cas, activité sur site, très encadrée, où il y a une forme d'autorité, enfin Ouais, un lien d'encadrement, hiérarchique de facto entre les deux. voilà une sorte de lien hiérarchique, en tout cas d'encadrement très fort, Mhm. qui sous-entend qu'on n'est pas vraiment indépendant. Et bien là, c'est la plateforme de le démontrer, hein, dans un certain nombre de conditions. Et du coup, dans ce débat-là, il y a la France qui s'est un peu distinguée des autres puisque elle s'était opposée à l'approche qui était proposée par la Commission européenne, qui reposait, comme je disais, par une forme de présomption, par un retournement de la charge de la preuve. Et la France s'était opposée à ça, préférant, disons que les travailleurs des plateformes ne devraient pas être devraient pas que présumés comme étant employés, ils devraient avoir une sorte de troisième statut entre le statut d'employé et le statut d'indépendant. Est-ce que c'est une approche avec laquelle vous êtes d'accord, c'est la position officielle du gouvernement français sur ce sujet-là? Bah, je connais bien évidemment la position du gouvernement français, qui s'est quand même beaucoup développée, une fois de plus, dans un contexte de chômage de masse. Enfin, nous avons quand même un gros sujet, nous, sur l'emploi et le chômage. Et en voyant bien quand même que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à rentrer sur le marché du travail. Et donc, nous, on a pris une autre voie que permet le texte pour l'instant, hein. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner après avec ce qu'on appelle dans notre jargon le trilogue. Mhm. Mais pour l'instant, à partir du moment où la plateforme joue le jeu et que effectivement, ces travailleurs sont vraiment indépendants, donc une fois de plus, ils ont une certaine liberté d'accepter ou pas une course, d'accepter ou pas une activité. Ils sont libres, s'ils ne le font pas, bah voilà, on ne va pas les déconnecter automatiquement. Ils sont libres de travailler pour plusieurs plateformes. Et puis surtout, ce qu'on a voulu introduire en France dès le début, et ça on est précurseur, je crois qu'on est le seul État membre, c'est une grande nouveauté sur le dialogue social, permettant au fond d'ouvrir au dialogue social et à la négociation sur ces travailleurs-là, qui sont pas des chefs d'entreprise, hein, ils sont travailleurs indépendants, mais on va à leur compte, et ils représentent une forme de collectif quand même, puisqu'ils ont ils travaillent tous pour telle ou telle plateforme, ils ont les mêmes conditions, hein. Donc, on a ouvert la possibilité au dialogue social, c'était ce que les ordonnances du gouvernement ont permis de faire. Bon, franchement, pas avec un immense succès, il n'y a pas eu une très forte participation, mais on s'est dit que ce qui allait être vertueux, finalement, bon, si les gens ils ont envie d'être travailleurs indépendants, bah oui, mais il faut quand même qu'ils aient une protection. Et pour ceux qui une discussion possible avec des représentants syndicaux de ces travailleurs indépendants. Ça, c'est l'option qui a été prise, et d'ailleurs, certains syndicats ont joué le jeu, hein, comme la CFDT, qui était favorable à cela. Donc moi, dans la mesure où le texte européen va continuer à nous permettre d'avancer dans la forme qu'on a choisie, qui fait que on n'est pas automatiquement présumé, enfin je veux dire, on n'est pas salarié automatiquement, ou en tout cas présumé de façon automatique salarié. Moi, je voulais absolument qu'on préserve ce statut aussi d'indépendant quand il est vertueux et tout à fait légitime. D'autant qu'il y a beaucoup de salariés, par exemple à temps partiel, qui ont plusieurs activités, qui en plus de leur activité de salarié, bon, effectivement, travaillent par le biais de plateformes Mhm. pour, pour compléter leur activité. Donc, je trouve il fallait arriver à garder une forme de flexibilité tout en ne déverrouillant pas et en n'ayant pas des abus avec des gens. Alors, par exemple, on sait qu'il y a quand même des sous-comptes, enfin, il y a des comptes qui sont sous-loués. Bon, comment on contrôle tout ça? Il faut un minimum quand même de contrôle, sinon on risque de se retrouver avec des personnes, par exemple, qui ne sont pas en règle, et puis qui travaillent dans de mauvaises conditions, avec des conditions risquées pour eux-mêmes et pour leurs clients. Mhm. Donc, bon, moi je me suis beaucoup battue pour qu'on arrive quand même à quelque chose d'équilibré. C'est vrai que c'était pas exactement la position française, hein, qui n'était pas emballée, et qui était plutôt sur vraiment favoriser au maximum le travail indépendant dans ces secteurs-là. Bon, D'accord. mais je crois que les textes nous permettront de continuer quand même dans ce sens et de le préserver. Alors changeons un peu de sujet, on va passer à votre autre sujet de prédilection, votre autre priorité qui est la question
l'égalité homme-femme, la lutte contre le harcèlement, etc., etc. Euh, on va faire un peu le même type de questions que sur l'Europe sociale, parce que pareil, c'est quand on parle d'égalité homme-femme, c'est un peu comme l'Europe sociale, c'est pas forcément des sujets auxquels on associe la politique européenne. On dit, mais attends, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui va être géré au niveau national, qu'est-ce que l'Europe vient faire là-dedans? Donc du coup, qu'est-ce que l'Europe vient faire dans la question d'égalité homme-femme, et comment est-ce qu'on peut justifier une action européenne sur ces sujets-là? Bah, d'abord, il y a quand même eu le constat que, en moyenne, il y a quand même 13% d'écart salarial encore dans l'Union européenne entre les femmes et les hommes, en moyenne. Et on parle bien de, bon, à travail égal, en gros, salaire égal, hein. Bon. Alors, là aussi, avec des grandes disparités selon les États membres sur le traitement du sujet. Bon, en France, on a déjà une loi index qui a quand même fait avancer le sujet. Bon, mais il y a des États membres où il n'y a rien eu, rien. Donc, Ursula von der Leyen, dès le début de sa mandature, enfin, stratégiquement, a dit c'est un sujet, on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes une Europe qui a des valeurs, on l'affirme haut et fort. Et bon, il y a d'autres pays dans le monde qui se sont attaqués à ce sujet en disant, moi, c'est pas admissible, on peut pas continuer comme ça. Et donc, nous, on veut montrer aussi l'exemple. Vous savez, on est quand même très regardé, hein, on est très attendu, hein. Moi, j'ai pas mal travaillé avec l'OIT, avec l'Organisation internationale du travail. Bah, on parlait des travailleurs des plateformes, mais même sur d'autres sujets, on regarde beaucoup l'Europe en se disant, elle doit montrer l'exemple. Un, bon, en deux, faut reconnaître qu'on a quand même, et Dieu merci, de plus en plus d'entreprises qui ont des succursales, enfin, qui travaillent sur plusieurs États membres. Par définition, hein, on est en Europe, Dieu merci, c'est l'avantage. Alors, je veux dire, forcément que, moi ça a été mon cas, j'étais DRH, j'avais des établissements en Allemagne, en France, aux Pays-Bas. Bon, à un moment donné, on ne va pas appliquer quelque chose dans un État, pas autre chose, puis dire là, bon, c'est pas grave, hein, il y a des écarts énormes, on fait ce qu'on veut. C'est pas possible. Là, je crois que quand on est vraiment sur un sujet fondamental où on se doit de frapper haut et fort et de faire tout pour réduire ces écarts quand ils ne sont pas justifiés. Alors, je ne dis pas que c'est toujours de la mauvaise volonté, hein, pour arrêter des RH, j'étais dans le privé, bon, je sais. Vous savez, on véhicule tellement de stéréotypes sur les salaires. Et comment se construisent ces inégalités en plus? C'est très complexe, hein. Ça va du moment du recrutement jusqu'en passant sur la valeur qu'on donne au travail qu'on fait. Qui, malheureusement, souvent, comme c'est des travaux dits plus féminins, où il y a plus de concentration de femmes, sont souvent moins bien payées parce que l'humain ou la relation humaine est censée être meilleure, soi-disant, ce qui est aussi une forme de sexisme bienveillant. C'est aussi une forme de sexisme de dire que voilà, les femmes vont être plutôt dans la relation humaine, dans la communication. C'est faux. Non, les femmes, elles doivent être ingénieures, elles ont les aptitudes à commander de la même manière, etc., etc. Donc, on véhicule beaucoup de stéréotypes, on accumule donc ces écarts qu'on ne sait même plus expliquer. Et puis l'autre phénomène, c'est bien connu aussi, c'est que les femmes, très souvent, les filles l'intègrent dès le plus jeune âge. Elles sont moins revendicatives, elles vont moins parler de leur salaire, elles vont moins oser demander une augmentation. Vous savez, moi, j'étais enseignante dans une école de management, on avait des statistiques même à la sortie des grandes écoles, hein, où déjà il y avait un écart de 13% en France à la sortie de diplôme. Alors là, on peut même pas dire que les écarts avaient commencé à se creuser, parce que les filles acceptaient plus facilement un job pas trop bien payé, en se disant bon, ben, c'est déjà bien, j'ai ça, voilà. Bon, ben, je caricature à peine, mais Mhm. c'est ce qui explique qu'à force, on accumule ces écarts pas fondés, et là, bah, on va demander un gros effort aux entreprises. Bon, alors de plus de 150 salariés, puis de 100 salariés, on va pas la poser à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais d'expliquer ce qu'elles font. Et s'il y a des écarts de plus de 5%, on n'a pas dit non plus zéro, hein, on se met à 5%,
et bien d'avoir des plans d'action correctifs et de corriger le tir, tout simplement, et sinon, sanction, si on ne corrige pas le tir. Et du coup, donc si je comprends bien, c'est quelque chose qui est basé sur la transparence, en fait, des salaires pour entre l'écart de salaire entre hommes et femmes mais c'est une transparence qui fait que vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la Commission européenne, qui est-ce qui contrôle ça, en fait? Bah, alors, par État membre, les entreprises devront donner toutes ces données chiffrées, moyenne des salaires, par secteur professionnel, il y a aussi évidemment un travail par secteur, mais les entreprises elles-mêmes devront donner des médianes, des moyennes, les écarts, s'il y en a, par catégorie aussi, ouvriers, etc. Enfin bon, après les États membres ont une marge de manœuvre bien sûr pour la manière de restituer ces données, et puis il y aura un bilan régulier fait par la Commission, un bilan au niveau européen pour voir comment ça progresse par État membre et par secteur. Donc, à un moment donné, la notion de transparence, c'est le fait aussi que ça devient public. Mais c'est dans le sens de l'histoire, c'est tout ce qui se passe dans d'autres domaines, comme dans la responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui est sustainability, corporate responsibility. On est vraiment sur des sujets où on demande maintenant aux entreprises de rendre des comptes. Alors, dans le domaine environnemental, mais aussi dans le domaine social. Alors, j'ai une question dans le chat sur ce sujet-là, c'est quand on parle d'égalité, salaire, est-ce qu'on parle juste travail égal, salaire égal ou aussi carrière égale, salaire égal? C'est-à-dire qu'est-ce que faut vérifier que les femmes ne sont pas moins promues que les hommes? Bien sûr. Alors ça fait partie. Alors d'abord, j'ai oublié un point important euh, pour lequel moi j'ai insisté en tant que rapporteur pour mon groupe Renew Europe. C'est un sujet de dialogue social, ça. Parce que vous savez, d'un secteur à l'autre, je sais pas, si vous êtes dans l'événementiel plutôt que l'industrie, enfin, vous n'allez pas appliquer les choses tout à fait de la même manière. Donc, il est vraiment important de discuter avec les syndicats, je dirais secteur par secteur, entreprise par entreprise, sur quels vont être pour mon secteur les critères pertinents. Qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on va regarder. Mais alors, vous avez raison, la vraie question, qui est une bonne question de DRH, c'est dès l'embauche, comment on établit le salaire? Sur quels critères? Bon, alors, sur quoi on se fonde? Alors, généralement, on regarde un petit peu des moyennes sur un secteur donné. Bon. Et puis, alors après, on parlait de la notion de carrière. Oui, alors, si on s'aperçoit que, comme par hasard, il y a 2 fois plus d'hommes promus que de femmes, il y a un sujet. Mmh. Donc, vous savez, ce qui compte, s'il n'y a pas d'écart femmes-hommes sur un domaine donné, allez, je vais être concrète. On a une entreprise donnée qui a 50 informaticiens et informaticiennes. On va donner la moyenne de salaire qu'ils ont. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'écart. Bon, tant mieux, très bien, il n'y aura rien à faire de particulier. En revanche, dans la même entreprise, il y a 50 cadres, managers, on s'aperçoit qu'il y a un gros écart. Il y a 20% d'écart de salaire qu'on ne sait pas bien expliquer et justifier. Et là, il va falloir faire des plans et expliquer pourquoi, essayer de comprendre et remonter. C'est ça le travail qu'il faut faire. Et si on s'aperçoit que c'est sur les carrières que ça ne va pas, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une mobilité ou qu'il y a des promotions, on va faire voilà, on va devoir essayer de solliciter des femmes, quel point il faut les pousser, etc., etc. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va corriger le tir. Sinon, Alors du coup, c'est toujours sur ce sujet-là, donc on a parlé de transparence, on a parlé, vous l'avez dit, c'est un sujet de dialogue social. Donc ça veut dire qu'en fait, sur ces sujets-là, le sujet d'égalité salariale entre hommes et les femmes, c'est pour ce qui concerne l'Union européenne, c'est pas un sujet sur lequel on va mettre des règles dures, on va pas mettre un quota ou des choses comme ça, on va plutôt essayer de créer un cadre sur la base desquels il peut y avoir un dialogue social et derrière c'est à chacun d'essayer d'aller de l'avant, ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels où il faut mettre une règle dure et pas juste de la transparence, juste du dialogue social? Non, il y a quand même des règles dures qui sont mises en place parce que d'abord, il y a une notion de sanction. Donc, si un État membre ne peut pas se dire, bon, moi, je m'en fiche, moi, je fiche la paix aux entreprises. Donc, non, non, sanction obligatoire si Je pense plus à des choses sous la forme de quotas, par exemple. Ah, alors les quotas, bon, pour l'instant, c'est un sujet qui a été plutôt abordé sur la gouvernance, Mhm. puisqu'il y a eu aussi le texte sur les quotas de femmes
dans les conseils d'administration qui a enfin abouti, hein, après 10 ans, adopté au Parlement il y a 10 ans. Puis bon, c'était en panne au Conseil. Et donc là, ça y est, sous présidence française d'ailleurs du Conseil de l'Union, on est arrivé à ce texte. Bah là, il y a des quotas obligatoires. Tel pourcentage de femmes. Alors si on veut faire mieux, on peut faire mieux, mais on peut pas faire moins bien. Mmh. Donc à un moment donné, on arrive à des quotas, oui, bien sûr. Alors, toujours sur la question des femmes, mais cette fois sur un truc un peu moins, alors, je dis pas que l'égalité homme-femme l'égalité des salaires, c'est un truc, joyeux, mais bon, en comparaison de la question des violences faites aux femmes, c'est pas tout à fait la même chose. Sur laquelle vous travaillez, il y a une directive justement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Heu, à nouveau, elle fait quoi cette directive concrètement? Ça change quoi? Bah, alors on est en train de travailler dessus. Donc là, pour l'instant, rien n'est fait. Il y a un premier texte qui a été rédigé. Alors, l'objectif de cette directive, d'abord, c'est de mettre des mots, c'est de donner des définitions, de dire ce que c'est qu'un acte de violence, au pénal aussi, mettre des mots et des définitions. Alors, mine de rien, c'est déjà un commencement important. Alors, l'objectif, c'est aussi de prévoir des mesures donc de réparation, d'accompagnement, en amont de prévention, hein, pour les victimes, de dire bah, on doit le prendre en compte avec les services de justice, de police, et non pas passer à côté, faciliter les procédures de plainte, voilà, l'accès à la justice pour ces femmes. Donc il y a tout ce côté soutien aux victimes qui est également abordé, l'accès aux soins de santé. Alors il y a la dimension violence au travail, faite aux femmes au travail, donc avec des problématiques de harcèlement, harcèlement sexuel, harcèlement au travail. Alors là aussi, comment on le définit? Et les sujets qu'on est en train de regarder, c'est potentiellement, nous on est en train d'ouvrir sur peut-être encourager, enfin, je ne sais pas si ça sera obligé, mais à ce qu'il y ait au moins quelques jours de congés, on ne va pas dire le nombre de jours, mais des jours de congés rémunérés pour permettre aux femmes de s'organiser quand elles sont malheureusement victimes de violences conjugales, par exemple, où là, c'est très dur de venir travailler, de trouver un logement. Vous voyez, c'est tout cet accompagnement qui fait qu'en pratique, euh, tout cela est très difficile. Parce qu'effectivement, ces femmes, non seulement elles sont l'objet de violences, leur vie est en danger, parfois celle de leurs enfants, mais en plus, elles perdent une chose qui est une dimension absolument fondamentale, qui est quand même l'autonomie. Elles peuvent même pas aller au travail parce que comment vont-elles aller travailler si elles n'ont pas de domicile, si elles ont peur quand elles rentrent chez elles. Alors, il y a toute cette dimension-là aussi sur laquelle on est en train de se pencher. Et puis, un certain nombre de définitions, de choses qu'il faudrait mettre en place dans tous les États membres. Mais une fois de plus, on va pas dire, on va pas tenir la plume et dire, alors, vous devez faire ça, 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 ça dans le détail. Mais vous devez prévoir, voilà, un process de retour au travail ou de traitement des violences faites, voilà. Donc on C'est est pour ça que dans une approche plus procédurale. En fait, on dit aux États membres, vous devez avoir des procédures en place pour gérer ces sujets-là. Ça veut pas dire qu'on vous dit exactement qu'est-ce que ça doit être, mais vous devez avoir quelque chose qui permet de faciliter. Déjà sur le plan pénal, d'avoir des sanctions sur sur les violences faites aux femmes, mais aussi des choses pour l'accompagnement. Surtout oui, que... oui, et améliorer l'aide aux victimes, Hmm. parce que le vrai gros problème, on le sait tous. D'abord, il y a eu quand même en moyenne 30% d'augmentation des violences depuis la Covid, hein, qui a été J'allais en particulièrement parler, ouais. épouvantable. Mais en plus, bon, dans tous les pays, hein, il y a quand même beaucoup de cas où les femmes ne sont pas écoutées, elles arrivent, elles sont pas reçues, et puis après, bah, c'est trop tard, elles reviennent chez elles, elles se font tuer. Donc c'est pas simple, mais il faut qu'il y ait une prise en compte dans la société et qu'on écoute ces femmes et qu'on agisse dans l'urgence et qu'on se contente pas de dire bah revenez demain, hein, comme c'est arrivé là récemment chez nous en France, hein. Hmm. On lui a dit: «Bah non, là, j'ai pas le temps, revenez demain». Bah oui, mais elle est pas revenue le lendemain, hein.
elle a été tuée par son conjoint. Donc, bon, là, on est vraiment dans une notion d'urgence. Bon, pas qu'en Europe, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas normal. Enfin, ça va pas. Pas en 2023 continuer comme ça. Enfin, c'est juste l'horreur. Et, et, Et et sur voilà. cette question de l'augmentation des violences, vous avez parlé de 30%, 30% dans le chat, on demande est-ce que c'est une augmentation objective du nombre de violences ou est-ce que c'est une augmentation due à une meilleure détection? C'est-à-dire les gens vont davantage signaler des violences? Ou est-ce qu'on n'a Non, pas vraiment de données pour distinguer les uns des autres? objectivement, il y a eu une augmentation du nombre d'actes enfin, de violence. Alors, certainement, effectivement, comme je pense à l'Espagne qui est très avancée sur le sujet, on avance plus sur le fait de pouvoir en parler, hein, de pouvoir permettre aux femmes de s'exprimer, de pouvoir le dire, de dire non, c'est pas normal, je peux pas accepter ça parce que je suis vulnérable, etc. Et non, mais c'est là où il faut elles trouvent une structure pour les accueillir. Alors peut-être, oui, ça contribue, c'est comme les actes de harcèlement, les Mhm. MeToo, enfin tous les phénomènes de société. On en parle plus, alors on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Mais non, en fait, c'est parce que juste, peut-être, effectivement, on en parle plus. Mais cela dit, non, concrètement, il y a eu ce phénomène, on le sait tous, hein, de confinement, qui a été terrible, ça on le sait, partout, Mhm. parce qu'effectivement, ça a décuplé ce type d'acte, parce qu'il y a quand même un gros déséquilibre. Bon, dans les familles, souvent, pour un certain nombre de femmes qui s'occupent plus des activités domestiques, et puis que ça a décuplé d'autres formes, hein, ou l'alcoolisme, enfin, des choses, parce que souvent il y a des liens. Euh, donc oui, ça a pu entraîner ça. Euh, voilà, je pense que c'est l'explication. Mais il y a aussi bah, des phénomènes de société. C'est, c'est quand même quelque chose, en même temps, assez immuable. Je trouve qu'il y a quand même... Moi, j'entends tout le temps ce sujet depuis que je travaille, enfin, depuis que... on a toujours vu ce phénomène. Et donc, ça s'arrange pas et ça, c'est pas normal. On devrait avoir de plus avoir, enfin de moins en moins de cas. Et ce n'est pas le cas. Alors, il y a les crises aussi. Toute crise, quelle qu'elle soit, bon, elle ne fait qu'aggraver ce genre de phénomène. Mais même les nouvelles formes de travail, hein, le téléwork, le télétravail, bon, qui est quand même maintenant resté dans les mœurs. Bah, si on est dans l'ensemble du domicile et de la maison, Oui, quelque ouais, part, aller au travail, ça peut être un voilà, échappatoire pour des femmes. exactement. Aller au travail, c'est un échappatoire dans un certain nombre de cas. On va pouvoir s'exprimer avec les collègues. Enfin, c'est une des sources de pouvoir déceler qu'il y a un problème. Mhm. Parce qu'on ne va pas aller venir travailler avec des bleus, etc. Enfin, voilà, ou en tout cas, il y en a qui vont poser des questions. Ouais. Donc, bon, je crois oui, ça compte aussi, mais je vous dis, l'Espagne, bien avant le Covid, a dit, bon, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et ils ont voulu prendre le problème à bras le corps. Je dis pas que ça progresse pas assez vite comme on le souhaiterait, mais bon, il y a l'éducation, c'est un certain nombre de choses. Les réseaux sociaux, hein, parfois contribuent pas pour les Bah, jeunes. oui, bah, par exemple, là, on est sur Twitch, on sait que sur cette plateforme-là, il y a des gros problèmes de harcèlement vis-à-vis des femmes qui font du streaming, qui sont harcelées par des communautés, enfin, même des communautés euh, d'hommes qui vont encourager le harcèlement de streameuses, malheureusement. Mais du coup, pour finir un peu sur cette directive contre la violence faite aux femmes, c'est en cours de négociation, vous êtes en train de travailler dessus. Vos préconisations pour améliorer le texte, c'est quoi? Alors, moi, donc mes préconisations ont été. Alors, moi, je suis concentrée sur le sujet de travail, hein, donc il y a, avec deux volets finalement, hein. Les violences faites aux femmes au travail, donc dans un certain nombre de situations. Alors, il y a surtout la problématique du harcèlement sexuel, mais que moi, je souhaite élargir ce qu'il y a dans une convention de l'OIT sur le sujet. Alors, plus largement, violence et pas que femmes, mais genre. On introduit aussi une notion de genre.
euh, bon, qui est de plus en plus aussi importante, hein, à prendre en compte dans les phénomènes de société. Donc ben voilà, c'est une dimension sur laquelle on s'est ouvert d'ailleurs sur la transparence des salaires, mais là, moi je crois que c'est important aussi. Mais ça peut être aussi harcèlement moral, dénigrement. Enfin, il n'y a pas que le harcèlement sexuel, hein, au travail, dans les problématiques sur lesquelles les femmes sont plus exposées. Bon, et puis après, il y a le second sujet que j'évoquais, d'aider au retour au travail, de prendre en compte dans le monde du travail la situation de souffrance d'une femme qui doit s'organiser parce que elle est victime. Donc voilà, il y a ces deux dimensions. Donc oui, moi je suis favorable à des congés, enfin, je sais pas le nombre de jours, on est en train d'y travailler, mais on commence à réfléchir à ça, aussi à une ouverture, à une flexibilité pour ces femmes-là qui sont, bon, voilà, qui vont effectivement, en plus devoir révéler qu'elles sont, ce qui est déjà pas évident, hein, victimes, mais s'il y a eu une plainte déposée ou autre, bah, voilà, ça sera clair et net, et leur permettre d'avoir une flexibilité dans leurs horaires, le temps de s'organiser, hein. Mmh. Vous voyez, cet assouplissement, enfin, moi je l'ai demandé, et puis, voilà, on a abordé quelques sujets. Il y a pas que le sujet des viols, il y a aussi le sujet des mutilations génitales dans un certain nombre de cas. Bon, tout ça doit être pris en compte Mmh. dans ces violences. Alors pour, je regarde l'heure, on arrive gentiment vers la fin. Pour passer un petit peu à un sujet un peu plus général, hein, sur la question européenne, hein. L'année prochaine, c'est les élections européennes, hein, en 2024. Heu Pour ce qui concerne la France, bah, 2024, ces élections européennes, ça va faire figure un peu d'élection de mi-mandat pour le gouvernement, pour le président Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le fait que cette élection européenne soit une élection de mi-mandat, c'est un sujet qui vous inquiète dans le sens où vous pourriez craindre que, les questions les questions nationales pourraient au final, supplanter les questions nationales, que les Français pourraient tenter de faire un vote sanction indépendamment des questions européennes? Comment est-ce que vous abordez un peu ce scrutin de l'année prochaine? Alors, peut-être je me trompe, hein, mais non, en fait, alors, pour le coup, bon, moi, je suis avec la majorité. Euh, le parti, le mouvement, enfin, que ce soit Renaissance, que ce soit le MoDem, que ce soit Horizon, enfin, nous sommes une équipe, nous, vraiment pro-européenne. Et je pense que dans les élections, finalement, on a un socle. Parce je pense que les électeurs vont pas se tromper, en tout cas les nôtres. Ils savent que on vient pour des élections européennes. Donc, on n'est pas là pour parler des problèmes de la France. On est là pour parler des questions européennes et de l'importance de tout ce qu'on doit traiter au niveau européen, de l'industrie en passant par la régulation du numérique, le pacte migratoire. Les questions de migration vont être majeures, je pense, dans les débats. Mais ouais, notre électorat, il bouge pas tellement, je pense. Et d'ailleurs, les premiers sondages qu'on commence à faire le montrent. Donc, honnêtement, je pense pas que ça va vraiment interférer. Et parce que sur les questions sociales qui nous agitent en ce moment ou d'autres, elles sont pas forcément, on sait qu'elles vont pas être traitées là, justement à ce niveau européen et qu'elles relèvent plus du national. En revanche, je pense que ça va pas faire non plus décroître des partis qui sont finalement qui proposent rien en termes de projet européen, mais qui disent en gros l'Europe elle est là, elle contraint, elle n'apporte que des contraintes, elle nous impose des migrations pas voulues, etc. Donc ils ne montrent l'Europe que sous un œil négatif. Alors, évidemment, les partis populistes, je crois malheureusement que voilà, ils vont eux aussi bien se maintenir. C'est plutôt Mmh. comme ça que je le sens. Mais nous, non, je pense pas que ça va interagir. D'autant que beaucoup aussi de gens se rendent compte que pour le traitement Covid, les histoires de vaccination, etc., là maintenant la crise économique qu'on vit avec l'agression en Ukraine, s'il n'y avait pas l'Europe, mais Mmh. où est-ce qu'on serait, quoi? Et Ouais. je crois quand même que les gens ont du bon sens et qu'ils s'en rendent compte. Ah, et puis, voilà, c'est mi-mandat, mais Emmanuel Macron, bah, c'est son deuxième et dernier mandat. Mmh. Donc là, nous, on agit sur 5 ans jusqu'en 2029, hein. Donc, Et en on- parlant d'Emmanuel Macron, l'Europe, ça a toujours été un sujet assez central, hein, dans son approche, dans son idéologie, si on peut appeler ça comme ça. Mais
quand on regarde l'évolution de son mandat et demi bientôt, il y a certains qui disent qu'en fait il y a une forme de, pas de schizophrénie, mais qu'en gros il y a un Macron au niveau européen qui est resté quelqu'un qui a un message très libéral, le message de 2017, voilà, l'Europe puissance, etc., défense de l'état de droit, etc. Et à côté, un Emmanuel Macron en France, en politique française, qui a, selon certains, c'est un peu droitisé, a repris sur les questions sociales et moins libéral que ce qui pouvait être à une époque. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement un Emmanuel Macron européen et Emmanuel Macron français qui sont un peu qui ont pris des chemins différents, ou est-ce qu'au final il y a quand même un tout cohérent, il n'y a pas eu de schizophrénie d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là? Non, je pense pas qu'il y ait de schizophrénie. Non, non, le rôle d'un président de la République, certains l'oublient quand même souvent, c'est pas que de traiter les questions intérieures, hein, loin de là. Il a un rôle majeur en matière politique étrangère, de politique européenne, et on est leader, nous. Mais Emmanuel Macron, c'est un des grands leaders européens. N'en déplaise à un certain nombre de nos concitoyens qui voient que le focus franco-français, mais là, on est fichu si on se ressente que sur le traitement de nos sujets en Europe, enfin, en France. Donc non, il est pas schizophrène, simplement la France est un pays très difficile à gouverner, à réformer, hein, sur quelques sujets que ce soit. Tous les présidents se sont cassés les dents les uns après les autres, hein, quelle que soit d'ailleurs leur tendance politique, on a beaucoup de mal. Il n'est pas ultra-libéral, Emmanuel Macron, il est vraiment dans un équilibre entre effectivement une dimension européenne, une, une souveraineté industrielle plus forte, mais aussi développer l'activité économique. Il est parti du principe, auquel je souscris pleinement, que le moteur, c'est quand même l'activité économique. On ne peut pas vivre à crédit, et si on veut développer toute chose, il faut déjà partir d'un développement des entreprises dans tous les secteurs, l'innovation, c'est quand même son credo de départ. Et puis, il y a l'accompagnement social qui est souvent le plus difficile à mettre en œuvre et qui est arrivé à un moment compliqué parce que effectivement, avec la crise pandémique, maintenant cette guerre à nos portes, bon, ça facilite pas les choses. Mais sur les questions je dirais, sociétales, des grands fondamentaux, justement, les droits des femmes, les droits des minorités, les libertés. Les libertés, il est là. Et c'est quand même fondamental. Oui, cet équilibre. C'est pas non plus que les libertés des marchés, etc. C'est aussi la liberté d'avoir l'orientation sexuelle qu'on souhaite, c'est la liberté de la justice, c'est la liberté des médias. Enfin, c'est ça les grands fondamentaux qu'Emmanuel Macron assure. Alors après, au niveau social, on a une très grosse réforme en cours. Bon, c'est le point noir, parce que le reste, grosso modo, il a bien tenu la barre. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Donc voilà, l'engagement a été tenu. Moi, je suis à l'origine de la réforme de l'apprentissage, donc je ne vais pas vous dire que c'est une très belle réforme. J'en suis très fière. J'en suis très fière. Bon, j'ai signé le premier acte, j'ai présidé la concertation et j'ai rendu le rapport pour qu'on améliore l'apprentissage, qu'on en ait plus, qu'on en améliore non seulement l'image, mais l'efficacité, et ça marche. On a 850 000 apprentis en 2022. Et donc, c'est une très bonne chose, l'emploi des jeunes. Du coup, c'est amélioré. Bon. Et ça, c'était un des engagements aussi d'Emmanuel Macron, plus tout le reste. Tous les garde-fous qu'on a mis, le quoi qu'il en coûte, la conduite en ce moment d'inflation. Enfin, vous savez, on se rend souvent pas compte de tout ce qu'on a et ce qu'on arrive à préserver dans notre modèle français, mais pas non plus être complètement déficitaire et creuser la dette pour les générations actuelles et futures. Mhm. C'est possible. Euh, voilà. Enfin, Et donc non, je ne trouve pas schizophrène du d'accord, non, tout. non, pas de souci, hein. Je posais la question parce que c'est quelque chose qu'on lit souvent. Effectivement, il y a Dans le mon Macron avis. l'européen et Macron le français qui sont parfois pas nécessairement qui disent pas nécessairement la même chose. Mais pour ma dernière question, rien à voir avec Emmanuel Macron, je vous promets. C'est question traditionnelle que je pose à la fin de toutes mes interviews. Comment vous vous positionnez sur le débat sur le fédéralisme européen? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que pour vous c'est pas un sujet? Le fédéralisme européen,
bon, je serais plutôt favorable, mais avec beaucoup de pincettes et de précautions parce que, bon, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même trop de disparités, sur bien des sujets entre nos États membres. On est quand même nombreux, et je pense que c'est pas franchement aisé d'accéder, mais une certaine forme de fédéralisme, en tout cas, y aller vers un peu plus de fédéralisme, je ne serais pas défavorable parce que je suis très européenne, je me sens très européenne et je pense qu'on a beaucoup de points en commun et peut-être encore les accroître. Oui, moi je serais plutôt favorable. Je pense que c'est une force. C'est une force l'Europe plus qu'une faiblesse, bien évidemment. C'est une force et on a beaucoup de choses à améliorer, que ce soit en matière industrielle, spatiale et autres. Mais oui, plutôt favorable. Plutôt favorable. Bah écoutez, c'est très clair. Avant que je vous laisse partir, si les gens doivent retenir un message de votre part de ce soir, c'est quoi votre message à nos auditeurs? Bah, le message, c'est que nous n'avons jamais eu autant besoin d'Europe. Alors, pas dans n'importe quelles conditions. C'est une Europe qu'on construit, qui évolue au fur et à mesure, mais on a besoin d'une Europe forte, et dans laquelle on défend nos valeurs, mais aussi qui se traduit par des actes concrets. Et c'est aussi le cas en matière sociale. Eh ben écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup Sylvie Brunet d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir. Chat, soyez sûr de la remercier pour son temps. Vous pouvez la suivre sur Twitter si vous voyez son ad juste sous son flux vidéo. Madame Brunet, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié votre première expérience sur Twitch. Merci beaucoup. Bonne soirée aussi à vous. Et je veux dire, c'est une très bonne expérience parce que ça Parfait. m'oblige à me poser moi aussi des questions et à me dire, oula, là, il faut que j'approfondisse un petit peu. Bah, c'est très bien, c'est utile dans les deux sens, c'est parfait. C'est Très parfait, c'est de la utile dans les deux construction. sens. Les bonnes questions sont très utiles. Eh ben écoutez, merci beaucoup, à très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Alors, chat, restez avec moi. On va commencer notre petit débrief. Hop, je vais mettre ça de côté. Hop, je ferme ça. Voilà. Ok, alors dites-moi tout, vos impressions. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez que je creuse? Sinon, comme d'habitude, j'ai mon carnet avec mes notes et on va faire les petits highlights de cette interview. Qui est intéressant parce que on a touché à des sujets sur lesquels on parle pas beaucoup, enfin pas souvent, je dois le dire, sur lesquels moi-même je suis pas un expert, je dois l'avouer, hein. L'Europe sociale et la question de l'égalité homme-femme, c'est pas des sujets sur lesquels moi je suis particulièrement expert et c'est pas non plus des sujets sur qu'on a beaucoup ou souvent évoqués sur la chaîne, sauf peut-être que la directive salaire minimum, ça on en a quand même un petit peu parlé sur la chaîne à plusieurs reprises. Mais au-delà de ça, c'est des sujets toujours intéressants et qui reviennent souvent, hein. La question de l'Europe sociale, c'est un sujet je peux pas dire que c'est une tarte à la crème des débats européens, mais c'est un classique, on va dire. C'est un truc dont on se dommage qu'elle soit fermée sur la question de. Merci pour le follow, Dart. Qu'elle soit fermée sur la question de Macron l'Européen. Sur le reste, elle m'a semblé plus franche. Ouais, bah, c'est le jeu. J'ai envie de dire, c'est le jeu. Elle a dû. Elle s'est repliée sur le pitch. Après, voilà, on est d'accord, pas d'accord, hein. Je comprends aussi que la manière dont j'ai posé la question, enfin, ces questions, je l'avais pas préparé à l'avance, je l'ai un peu improvisé à la fin. Pourquoi je me suis mis à penser à ça. Effectivement, il y a en gros, c'est un certain nombre de gens qui soulignent que Macron est resté, quand il est resté sur les sujets européens, il est resté quelqu'un qui est très en ligne avec ce qu'il disait en 2017, dans les grandes lignes, hein, sur la ligne de souveraineté, autonomie stratégique, etc., lutte contre pas lutte contre l'État, lutte pour l'État de droit contre la Pologne et la Hongrie, donc tout un tas de sujets qui étaient sur la question des droits LGBT, etc. Il a été très en amont sur ça. Donc il y a une constance. En fait, oui, voilà, je sais pourquoi il me disait ça. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand il dit oui, mais nous, en fait, quand on parlait des élections, il disait oui, mais nous, nos électeurs, ils vont rester avec nous. Ce qui est vrai dans la mesure où il y en a quand même pas mal. Les électeurs, on va dire, Macron, sont des électeurs qui sont naturellement pro-européens et donc effectivement dans un scrutin européen, ils vont voter pour le plus européen. Et c'est vrai que comme il n'y a pas eu de divergence de ligne de Macron entre 2017 et maintenant 2022,
quelqu'un qui va voter, qui est européen, qui va voter à un scrutin européen pour des questions européennes, va pas se dire bah non, il a pas changé. Alors que à l'opposé, si on regarde l'évolution de Macron entre 2017 et maintenant 2023, il y a un certain nombre de gens qui reprochent à Macron d'avoir trahi son message de 2017, où 2017 c'était voilà, ni gauche ni droite, je prends les bonnes idées de droite, les bonnes idées de gauche et on va de l'avant. Et à l'opposé, les gens disent mais en fait non, il a un peu délaissé son aile gauche et il fait un truc à droite, donc c'est pas pour ça que j'ai voté pour lui. Ça correspond pas au message qui passait en 2007 et qui était un message d'espoir, on peut dire, pour un certain nombre de gens qui ont poussé à voter pour Macron en 2017. C'était plus sur cette dichotomie que je voulais revenir. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle est restée un catéchisme sans dévier d'une ligne, alors que pour les autres sujets, on s'en est plus proche, mais je suis pas d'accord sur tout. Sur les autres sujets étaient sur ces... elle était sur ses sujets de fond, hein, donc effectivement, on parlait de sujets sur lesquels elle travaillait, on parlait de substance, donc là effectivement, elle était, c'était logique qu'elle allait parler plus ouvertement, du moins plus son avis, parce que c'était là. Je connais des personnes qui étaient pro-Macron qui ne vont pas voter pour lui aux européennes pour le sanctionner sur les retraites. Bah voilà, c'est la question du vote sanction. C'est la question du vote sanction, effectivement, qui se pose pour toutes les élections de mi-mandat. Hein. Les européennes, ça va être la première. Il y a des sénatoriales, hein, mais c'est des sénatoriales partielles, hein, comme toujours. Donc c'est pas, on va dire, c'est le grand scrutin national le premier grand scrutin national depuis les élections législatives, en fait, j'allais dire présidentielles, mais depuis les législatives. Donc effectivement, dans un contexte où on va sortir de la loi sur les retraites, dans un contexte où après il va y avoir la loi migration qui va être aussi un sujet qui est peut-être un peu clivant, il pourrait y avoir une tentation d'un vote sanction. Même si, et là-dessus je veux dire que je suis d'accord avec elle, pour un cœur d'électorat qui est pro-européen, qui vote surtout sur les questions européennes, faut dire les choses, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour des gens qui sont pro-européens et qui mettent la question européenne au cœur de leur priorité. L'extrême droite n'est pas devenue plus pro-européenne. La NUPES a un message qui est quand même très ambigu, à voir comment ça va évoluer dans l'avenir. Hein. Il y a des questions d'acte 2 de la NUPES, mais sur la question européenne, c'est un des sujets sur lesquels il y a quelques divergences pour être un petit peu pour ne pas dire plus sur la question européenne. Hein. La désobéissance européenne, vous m'avez entendu suffisamment faire mes rentes sur le sujet. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quelqu'un qui est pro-européen qui vote uniquement sur les questions européennes. Il y a un vote Macron par défaut. Surtout dans la mesure où il y a une continuité claire entre Macron 2017 et Macron 2023 et potentiellement de 2024. Et comme elle le disait aussi, hein, c'est quelque chose effectivement qui à mon sens qui a été vu, hein, c'est le fait que l'Union Européenne a joué son rôle. T'as dit une bêtise. Qu'est-ce que t'as dit comme bêtise ? Je ne sais où est-ce que t'as dit une bêtise. Je vais te corriger hein, si t'as dit une bêtise, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu la bêtise. Qu'est-ce que je disais ? Je disais un truc vachement intéressant, évidemment j'ai oublié. Merde, je perds la mémoire, ça y est, je suis Alzheimer. Ah non, on reste digne quand même, petit Canis. Un peu de dignité, que diable. Un peu de dignité. Merde, j'allais dire un truc intéressant. Ça m'énerve. Alors attends, je parlais des obéissances européennes, ça allait m'énerver. Vote par défaut, vote européen pour Macron. Ah, je sais plus. Merde. Aidez-moi, chat. Aidez-moi, je perds la raison. Si, ça y est, je sais. Suffit que je regarde mes notes. Le truc où les gens ont quand même vu, c'est que l'Europe a joué son rôle sur un certain nombre de crises, ce mandat. On a vu le Covid, on a vu l'Ukraine, où il y avait des fortes attentes sur l'Union Européenne, et où l'Union Européenne a largement joué son rôle, et je pense qu'on peut dire, a bien joué son rôle hein, sur le Covid, et c'était pas joué d'avance. Hein. Sur le Covid, il y a eu il y a eu un petit retard à l'allumage, hein, mais ce qui était... On va dire, faut le dire, fallait s'y attendre. Hein. Mais au final, l'Union Européenne a joué son rôle. Il y a eu tout système d'achat commun des vaccins pour éviter une concurrence entre les États, avec notamment en fait, les pays les plus riches qui rafleraient tous les stocks de vaccins au détriment des autres pays européens.
L'Union européenne a joué son rôle là-dessus, facilite. Il y a eu tout le système de Covid Pass au niveau européen reconnu partout en Europe qui a bien fonctionné. Sur l'Ukraine, le pari que Poutine a probablement fait et définitivement perdu, c'est il a parié sur une paralysie de l'Union européenne et des pays de l'Ouest du manière générale en réponse à son invasion, et l'Union européenne a réagi de manière très ferme et très rapide, et a réussi à tenir le cap, même si maintenant on arrive un peu aux limites de l'exercice, avec les réticences de plus en plus prononcées, notamment de la Hongrie, hein, en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. Mais voilà, sur les dernières grandes crises, l'Union européenne a joué son rôle, et il y a eu un effet où les gens ont pris conscience d'un certain nombre de choses que l'Union européenne faisait. C'est un peu le prolongement de ce qui avait pu arriver dans une moindre mesure avec le Brexit, où les gens ont découvert beaucoup de choses que l'Union européenne faisait par le prisme du Brexit. Comme les autres voulaient se barrer et que c'était le bordel, ils se disent, ah bah en fait, ouais, l'Union européenne, elle fait quand même pas mal de trucs. C'est peut-être pas une bonne idée de vouloir en partir. Ce qui a ensuite mené, hein, évidemment, au changement de ligne politique, notamment de l'extrême droite et de LFI sur la question européenne. Alors après, on peut débattre de est-ce que c'est un changement réel de ligne ou si c'est cosmétique. Ça, c'est un autre sujet, mais dans tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas un grand parti français, et même au niveau européen, il n'y a plus beaucoup de partis en Europe qui disent vouloir faire un Frexit, vouloir quitter l'Union européenne, même qui se définissent comme eurosceptiques. Aujourd'hui, c'est assez intéressant d'ailleurs du point de vue de la rhétorique politique. C'est-à-dire, avant, les gens se revendiquaient eurosceptiques. Ils disaient, voilà, je veux mon Europe, etc. Aujourd'hui, les gens ne se revendiquent plus eurosceptiques. En revanche, ils disent, non, je ne suis pas eurosceptique, je ne suis pas eurobéa. Et en gros, ils prennent merde, pardon le micro. Ils prennent la ligne inverse, où ils camouflent une forme d'euroscepticisme en disant non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres qui sont hypnotisés par l'Europe et qui n'en voient pas les éventuels problèmes. Mais je ne suis pas contre l'Europe. Moi, jamais, j'adore l'Europe, etc. etc. Encore une fois, un peu cosmétique comme changement, mais c'est intéressant de voir ce changement de euroscepticisme qui est devenu en fait maintenant le procès en eurobéatitude, comme on le dit. Même si derrière, quand on demande d'expliquer aux gens c'est quoi l'eurobéatitude, c'est tout de suite très flou. Mais bref. Je commence un peu par la fin de mes notes, hein, mais voilà, c'était pour clôturer la séquence élection européenne, on va dire. Après, on a parlé beaucoup, évidemment, d'Europe sociale, avec cette idée. Donc, l'Europe sociale, c'est quelque chose, elle l'a bien expliqué au début, hein, l'Europe, c'est vrai, quelque chose qui a débuté comme étant un marché, hein, l'Union européenne est surtout un marché, hein, c'est le marché unique, ça a été construit par le marché, et ensuite on a construit sur cette base commune d'autres choses, hein, l'Europe politique, et on a eu des embryons d'Europe sociale, et on commence à avoir plus en plus de velléité d'aller dans cette direction. Avec plus ou moins d'appétit de la part suivant les États membres, hein, avec des priorités différentes. Hein, sur les questions sociales, il y a en gros deux types d'opposition potentielle à cette idée de l'Europe sociale. Hein. C'est d'une part une opposition qui pourrait venir des pays, notamment d'Europe de l'Est, pour caricaturer, hein, c'est pas automatiquement Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe du Sud, mais pour simplifier, voilà, plutôt d'Europe de l'Est, qui voit en fait un faible niveau de règles sociales, enfin de règles sur les salaires, etc., etc., comme en fait un avantage compétitif. C'est-à-dire, il dit voilà, c'est ce qui dans le marché unique nous permet de nous détacher du lot, de pouvoir faire concurrence en fait avec des travailleurs de pays de l'Ouest, des pays d'Europe du Nord, qui sont très bien éduqués, qui ont des hauts niveaux de compétences, etc. Et nous, la seule chance de pouvoir être en concurrence avec eux, bah, c'est d'avoir des prix plus bas, c'est d'avoir des salaires plus bas, et bah, c'est comme ça qu'on fait notre pain et notre beurre dans le marché unique. Et après, vous avez une opposition, donc on va dire qu'il y a un intérêt d'un certain nombre de pays de l'Est à garder un niveau bas, on va dire, parce que c'est un avantage compétitif. Et après, vous avez une opposition qui vient, elle, plus des pays du Nord, qui est un mix de libéralisme, hein, dans le libéralisme économique, hein, dans l'idée, voilà, c'est le marché qui doit réguler les choses, mais aussi, si on prend les pays scandinaves, l'idée d'une protection de modèle social. C'est-à-dire que eux, en gros, ils se disent, voilà, on a atteint dans nos propres systèmes
un niveau très élevé de protection sociale, et donc toute protection européenne ne pourrait être qu'en deçà de ça. Et en fait, ça nous forcerait ça nous tirerait vers le bas, et ça serait à notre désavantage. Ou alors, ça nous imposerait des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Parce que par exemple, dans les pays scandinaves, beaucoup de choses ne sont pas fixées par la loi, mais c'est fixé par des accords collectifs. Il y a une culture de négociation, une culture une culture de syndicalisme, hein, enfin, syndicalisme, oui, hein, ça va dans les pays nordiques, il y a un très 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 haut niveau de syndicalisation, à l'opposé des pays du Sud, hein. Même en France, je crois que le taux de syndication est de moins de 10%, je crois, maintenant. Mais c'est une tradition de syndicalisme très différent, hein. En France, c'est un syndicalisme de lutte, alors que dans les pays du Nord, c'est un syndicalisme plus de négociation. Mais voilà, tout ça pour dire que les Nordiques ont en gros un haut niveau, qui sont peur de perdre par des normes européennes, et des traditions qui sont des traditions de négociation qui sont différentes des autres pays, et dont ils ont l'impression qu'elles seraient menacées par des normes européennes. Donc dans les négociations, c'est toujours intéressant de voir un peu ces alliés inattendus entre ceux qui ont un très haut niveau de protection sociale et ceux qui ont un niveau très bas de protection sociale, mais qui ont intérêt, en fait, pour des raisons différentes, à ce qu'il n'y ait pas de règles européennes en la matière. Mais in fine, je dois le dire, un peu inattendu, hein, je ne m'attendais pas à ce que ils y arrivent entre guillemets aussi facilement. Moi, sur la directive sur les salaires minimums, moi je m'attendais à ce que ce soit un sujet qui soit mis au frigo pendant 10 ans, avec le conseil qui est bloqué parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, et au final c'est un truc qui est passé, où maintenant il y a cette idée de salaire minimum européen. Alors, encore une fois, quand on parle de salaire minimum européen, c'est pas un SMIC européen, c'est pas Bruxelles qui a dit voilà, tous les pays d'Europe doivent avoir un SMIC à 1200 euros ou 400 euros ou whatever. Quand on parle de salaire minimum européen, on dit voilà, tous les pays européens doivent avoir un système de salaire minimum, et dans certains pays, il n'y en avait pas de salaire minimum, et ce salaire minimum doit représenter 60% du salaire médian, et je crois qu'il y a aussi un ou deux autres chiffres pour donner en fait un niveau en fait national, hein. L'idée, c'est pas possible de mettre un salaire européen égal, dans le sens le même montant dans tous les pays d'Europe, parce que les pays n'ont pas les mêmes niveaux de vie, etc., hein. Vous prenez les niveaux de vie au Luxembourg et le niveau de vie du Bulgare, il y a de bonnes chances que ce soit probablement les pays qui ont les plus gros écarts de niveau de vie en Europe. On peut pas faire un niveau unique, donc du coup, on dit voilà, vous faites votre salaire minimum selon les caractéristiques de votre pays, donc ça veut dire que un salaire minimum va être plus élevé au Luxembourg qu'en Bulgarie, mais l'essentiel, c'est que ce salaire minimum en Bulgarie, tout comme au Luxembourg, excusez-moi, il représente 60% du minimum pour permettre un salaire digne, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est... faut le dire, hein, je ne m'y attendais pas, donc GG, ça n'a pas dû être facile de naviguer entre les lignes rouges des uns et des autres. Un sujet qui est en cours de négociation maintenant, c'est la question des travailleurs détachés. Travailleurs détachés, pourquoi je suis dire travailleurs détachés ? J'ai écrit travailleurs détachés, mais c'est pas ce que je veux dire. Travailleurs des plateformes, donc les conducteurs Uber, les cyclistes des Deliveroo, etc., etc. Mais pas que ça, hein, c'est tous les travailleurs du plateforme. En gros, c'est tous ceux qui dépendent d'une application pour exercer leur activité. Et c'est la plateforme qui leur servait d'intermédiaire pour leur donner en fait leur donner du taf. Et comment est-ce qu'on encadre ça, hein, puisque on a vu un certain nombre de situations où des gens qui sont... En gros, si on prend le système façon Uber, façon Deliveroo, etc., hein, à la base, ces applications se présentent uniquement comme des intermédiaires. Et ils disent, bah voilà, nous, on ne gère pas les gens. Nos livreurs font ce qu'ils veulent, hein, on n'engage personne. On met juste en contact des gens qui veulent être livreurs avec des gens qui cherchent, qui veulent aller d'un point A à un point B, qui veulent se faire livrer de la bouffe chez eux. Mais voilà, c'est des indépendants, on ne force personne. Le livreur vient sur ma plateforme parce qu'il a envie d'être livreur et il peut en partir quand il veut. Sauf qu'en pratique, ce qu'on a vu se développer, c'est que en fait, les gens qui sont, dans un certain nombre de cas, ces gens qui sont livreurs, Deliveroo, ces gens qui sont conducteurs Uber, en fait, sont de facto mis dans une situation où, en fait, ils sont quasi employés de Uber et Deliveroo et d'autres plateformes de ce type-là, puisque c'est comme ça qu'ils vont, c'est leur seul moyen
d'avoir un job, d'être rémunéré, puisque, comme elle le disait, il y a un certain nombre de plateformes, par exemple, qui interdisent à leurs prestataires, alors aux gens qu'ils embauchent, d'aller sur une autre plateforme. Ils leur imposent des uniformes, ils leur imposent des équipes en particulier. Donc en fait, il y a un fort niveau de contrôle de facto sur les gens qui sont censés être indépendants. Et du coup, ça devient une forme ça peut devenir une forme de travail dissimulé, en tout cas, dans la mesure où, bah, comme ces gens sont considérés comme indépendants, bah, Uber n'a pas à payer, n'a pas à fournir protection sociale. Il n'y a pas de, comme on l'a dit, si un livreur ou si quelqu'un, un travailleur indépendant de plateforme a un accident, bah, c'est pour sa pomme. Il y a pas de protection particulière, il n'y a pas de congé maladie ou de conneries comme ça. C'est pour la pomme du pauvre type. C'est des gens, on l'a vu parfaitement pendant le Covid, qui se retrouvent en première ligne, hein. Moi, je me souviens quand j'étais à Bruxelles, j'étais déjà à Bruxelles, mais quand il y a eu le Covid, moi, c'était les confinements, les premiers confinements. Et alors moi, j'avoue, j'ai un peu enfreint la loi, je dois l'avouer. J'étais censé normalement, t'es censé travailler uniquement de la maison. Mais comme j'habitais à 200 mètres du bureau, moi, je disais, bah, plutôt que de me retrouver enfermé toute la journée dans mon bureau, je préfère aller, dans mon appartement, je préfère aller faire 200 mètres et aller dans le bureau, aller au bureau où je vais être tout seul, je vais pouvoir bosser tranquillement, etc. Et si ça me donne l'occasion de pas devenir dingue à rester bloqué dans mon appartement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, je me souviens quand j'allais sur le chemin, surtout au plus fort des confinements, dans la rue, il y avait, mais la seule chose qu'on voyait, c'était les livreurs Deliveroo et Uber. C'était les seuls gens. Il y avait moi et les dizaines et les dizaines de livreurs Deliveroo, de livreurs Uber Eats qui venaient livrer. Et moi, je trouvais ça un peu abusé. Je disais, putain, c'est quand même un peu abusé. On dit, voilà, on se confine. Ah oui, c'est bien, on va applaudir à 20h les soigneurs, les agents de soins, etc., etc. Mais à côté, bah, on commande nos dîners sur Deliveroo, etc. Et c'est ces gens-là qui se retrouvent à potentiellement choper le Covid et tout. Je trouvais ça un peu abusé à l'époque. C'est pour ça que, bon, moi, j'avoue que je suis pas un grand utilisateur de ces plateformes-là, je dois le dire. Sais-tu si ces autres formes de sous-traitance sont concernées? Un exemple, toutes les marques de produits de beauté imposent maintenant à leurs démonstrateurs d'être des auto-entrepreneurs. Non, alors après, non, parce qu'en fait, ici, on parle bien de travailleurs indépendants des plateformes. C'est ce qu'elle expliquait. C'est une question c'est un point de débat sur les définitions. C'est que il faut que tout se passe par une application. En gros, pour que ton exemple fonctionne, il faudrait que t'aies une entreprise de soins de beauté qui soit uniquement sur une application. Et les démonstrateurs viennent s'enregistrer sur la plateforme et se proposent d'aller faire la démonstration à des clients X ou Y qui voudraient avoir des démonstrations. Donc c'est le cas que tu m'expliques ne tomberait pas dedans, je pense. Donc si Hermès le fait par téléphone, non, c'est pas appelé, c'est bon pour eux. Oui, surtout que c'est pas c'est pas une application. Enfin, Hermès n'est pas une application, c'est une entreprise qui peut avoir des services dédiés à ça, mais il passe pas par une application. La mise en contact entre le prestataire et le client n'est pas uniquement via une application. C'est pas des clients, c'est par exemple un démonstrateur Hermès à demeure chez Sephora. Ah d'accord, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, non, je pense pas non plus parce que tu n'as pas t'as pas le lien direct client démonstrateur. Faut vraiment que tu sois vraiment sur une plateforme et cette plateforme se présente comme un intermédiaire. C'est ces services-là que ça couvre. Voilà, tu prends vraiment le cas Deliveroo, le cas Uber. Je suis sûr qu'il y a d'autres plateformes qui existent qui font des choses un peu similaires. Mais c'est ces cas-là où la plateforme est au centre du game et qui vont être couverts par ça. Pour ce qui concerne cette directive. Même si, encore une fois, il y a des débats sur les définitions, il y en a qui veulent rendre ça plus large, il y a des gens qui veulent restreindre ça, etc. Donc, tout n'est pas figé dans le marbre, il faut voir comment les choses vont évoluer dans les mois qui viennent. Mais l'intention, c'est bien de uniquement travailleurs des plateformes. Pas les indépendants ou
le statut d'indépendant forcé d'une manière générale. De quoi on parlait? Ah oui, et on parlait de la France, parce que la France a un peu une position particulière dans ce débat. C'est un début, mais pas une fin. Oui, on est au début de ces sujets-là, clairement. Très clairement. Et donc oui, je disais, la France a une position un peu particulière dans ce débat-là, puisque elle a pris l'approche de ne pas considérer, en fait, on va rester sur les conducteurs Uber et Deliveroo, hein, c'est le truc le plus simple à visualiser. La France, elle considère que, en fait, il ne faut pas faire de présomption de salariat sur ces gens-là. Elle dit voilà, il ne faut pas considérer que tout travailleur des plateformes est automatiquement un salarié. Il faudrait éventuellement faire un statut un peu intermédiaire, pas tout à fait salarié, pas tout à fait indépendant. Et ce qui la mettait un peu à contrario de l'approche qui était suivie par la Commission européenne et par les institutions européennes, qui, elles, partaient sur une idée, voilà, on va avoir dans un certain nombre de cas une présomption de salariat et une inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire c'est à la plateforme de prouver que la personne est bien indépendante et n'est pas un salarié. Et la France, elle prenait un chemin un peu inverse, et comme elle l'expliquait, elle dit voilà, la France est partie de ça sur une approche d'emploi en disant bah voilà, ces applications peuvent permettre d'accéder à l'emploi pour un certain nombre de gens. Bon, ça se débat, mais en tout cas, c'était une position qui était celle de la France toujours aujourd'hui, même si la France je pense qu'elle est relativement isolée sur ce sujet-là. Mais c'était assez notable qu'elle soit vraiment. Et c'était notable d'autant plus que là, elle est un peu échouée en fait à encadrer, à influencer la position, l'approche de la Commission européenne sur ce sujet-là, hein, puisque la Commission européenne, comme je le dis, elle a pris une approche très différente qui était, voilà, on va faire une présomption de salariat dans un certain nombre de cas, on va faire une inversion de la charge de la preuve, qui n'était pas du tout l'approche française. Et je dis c'est notable parce que dans ce mandat-là, la France a eu énormément d'influence sur la Commission européenne. Et alors, la France a toujours eu beaucoup d'influence, hein, au niveau européen, mais ce mandat, très particulièrement, il y a énormément de choses qui sont made in France. Jean Massiel, en impression, Baptiste a fait un before sur ce sujet-là. Je connaissais pas vraiment le sujet. Oui, j'ai pas vu ce before parce que je crois que c'était un jeudi où je faisais moi-même un stream, probablement une revue de presse en anglais. Mais oui, j'avais vu dans son programme qu'effectivement il avait fait un before sur cette question des travailleurs des plateformes. Je sais pas s'ils avaient parlé de la directive européenne sur le sujet, mais c'est un gros sujet. Il y a eu un vote au Parlement européen il y a un mois, une connerie comme ça. On va rentrer dans une phase de trilogue où ça va se taper dessus entre le Conseil et le Parlement européen. Mais c'est un sujet, oui, ça qui effectivement est intéressant, et je vais voir s'il y a du vote aussi du côté mafieux sans papier. Ouais, c'est effectivement une critique qui est faite sur cette idée d'apport d'emploi de ces plateformes-là. Puisque, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les gens les livreurs, etc., particulièrement les livreurs à vélo, etc., c'est beaucoup des gens qui sont des migrants, des sans-papiers, des gens qui sont dans des situations précaires. Donc, on va dire que c'est un peu un cercle vicieux qui maintient de la précarité des gens qui sont déjà dans de la précarité. Donc, effectivement, c'est une critique qui est faite effectivement à cette idée que, oh oui, en fait, Deliveroo, c'est de l'emploi, ça permet d'accéder à de l'emploi, etc. Ça se nuance un peu, et on va dire que les gens qui vont faire Deliveroo ne le font pas nécessairement parce qu'ils sont décidés, tiens, je me suis découvert une vocation de livreur et je vais faire livreur, quoi. Il y a beaucoup de subis là-dedans. Mais oui, c'est un sujet, enfin, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien faire un live dédié. Et qui en plus louait à des mafieux. Ah, d'accord, ok. Qui louent à des mafieux leur compte, car comme ils sont sans papier, ils peuvent pas ouvrir eux-mêmes un compte. Je connaissais pas cette dimension-là. Je connaissais pas. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet, moi j'aimerais bien le creuser dans un live futur. J'ai commencé à prendre contact avec des gens pour essayer de faire un live spécifiquement sur cette directive, parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant que je connais pas très bien moi-même, hein, je dois l'avouer, hein, mais où il y a beaucoup d'attention politique, et c'est intéressant d'une manière générale. Donc si j'ai l'occasion
de le creuser davantage dans un live, ce que j'espère. On croise les doigts et tout. Je le ferai bien volontiers. Et ensuite, on a parlé beaucoup, évidemment, égalité homme-femme, hein, c'est l'autre grand sujet sur lequel Sylvie Brunet travaille beaucoup. Avec, encore une fois, c'est une approche un peu de soft law, un peu, pas complètement, c'est-à-dire que plutôt que de mettre une obligation hardcore, dire voilà, vous devez avoir 50% de femmes dans vos staffs, etc., vous devez avoir un salaire égal à sa égalité absolue, etc. On n'est plus sur de la soft law en disant voilà, on va d'abord passer par de la transparence où chaque entreprise doit publier voilà quels sont les écarts de salaire dans le truc. Elle a esquivé ta question sur la carrière. Oui, c'est vrai elle a tourné ça sur le. Elle a retourné ça sur la question de la. Des salaires, mais c'est un sujet qu'elle avait évoqué avant. Elle avait parlé effectivement de la question effectivement que les femmes ne sont pas promues, il me semble, avant. Donc elle a pas répondu exactement à la question dans le sens où elle l'a remise sur le sujet du salaire. Elle a tourné ça en disant que la carrière était vérifiée si le salaire n'est pas correct. Oui, voilà, elle a retourné ça sur la question de la comparaison salaire, mais avant, elle avait parlé dans la problématique globale, égalité homme-femme au travail. Il me semble qu'elle avait évoqué effectivement la question des femmes qui n'ont pas, qui n'ont pas de promotion, ou c'est les hommes qui sont promus plutôt que les femmes. Donc, je vais lui mettre le bénéfice du doute dans le sens où elle ne nie pas le problème vu qu'elle l'a évoqué avant, mais elle n'en a pas parlé au moment de répondre à ta question, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, donc du coup, une approche basée un peu sur la transparence pour faire un peu pas du name and shame, hein, mais en gros, forcer les entreprises à elles-mêmes de changer en disant voilà, de toute façon, vos résultats vont être. Vous devez faire preuve de transparence, donc si vous ne bougez pas de vous-même, bah on va vous forcer la main dans tous les cas. Donc vous avez intérêt à vous-même vous mettre dans les clous. Même s'il y a des exceptions à ça, et maintenant il y a toute une problématique des quotas, etc., qui existe. Hein. Par exemple, les quotas dans les conseils d'administration, hein, c'est un truc qui monte beaucoup. Dans l'entreprise, si tu bosses, je bosse à regarder si après X temps dans l'entreprise, une femme est au même type de poste que les hommes rentrés dans l'entreprise en même temps. Oui, c'est un. Ah, c'est ton boulot de faire ça, de regarder où tu regardes à titre personnel et tu prends note quand est-ce que les gens sont promus. T'es CGTiste? Ah, d'accord. Si t'es CGTiste, dans ce cas-là, effectivement, tu regardes ça. Donc oui, c'est ton boulot. Ok, ok, je vois. Ton boulot, on va dire, dans le cadre de ta fonction syndicale. Ok. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, comme elle le dit, hein, elle le disait, voilà, elle a bossé elle était prof dans des écoles de management, elle dit, voilà, on a les statistiques de sorte de diplôme, hein, qu'est-ce que les étudiants font une fois qu'ils sont diplômés. Elle dit, voilà, dès la sortie du diplôme, il y a un écart de salaire de 13% entre les hommes et les femmes, parce que bah, les femmes vont accepter, ou se retrouver de facto forcées à accepter des salaires plus bas en termes de premier job. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a un problème effectivement sociétal là-dedans. Hein. J'aurais bien aimé en parler plus longuement, mais je voyais le temps qui passait. On avait passé déjà quasiment 40 minutes sur la question de l'Europe sociale. J'aurais bien aimé parler davantage de la question du harcèlement, de la question du... 13% c'est au niveau européen, effectivement. 13% c'est au niveau européen. Mais voilà, j'aurais bien aimé parler davantage de la question du harcèlement. J'ai très brièvement évoqué la question de Twitch, hein, puisqu'effectivement, ça c'est un vrai problème sur cette plateforme, un vrai problème de harcèlement vis-à-vis des streameuses, avec bah, d'une part les streameuses, hein, je sais pas si vous êtes déjà allé faire des tours sur des streams de streameuses, ils ont des si c'est pas bien modéré, peut y avoir de l'insulte et du harcèlement à tire-larigot. Vous avez des streamers qui vont encourager à faire des raids, à faire du harcèlement sur des streameuses, etc. Donc c'est un truc un peu dégueulasse, faut dire les choses comme elles sont. Et que Twitch ne prend pas bien en compte, hein, faut le dire. Mais du coup, ouais, c'est aussi une thématique hein,
qui me semble importante. J'aurais bien aimé pousser davantage dans la question du harcèlement, mais après, comme son focus à elle, euh, c'est ce qui est logique, hein, elle a j'allais dire un passif. Elle a une carrière de DRH avant, hein. Elle dit voilà, son focus à elle, c'est la question sur le lieu de travail, la violence au travail, le harcèlement au travail, etc. Donc là, on sortait un petit peu des questions du travail, donc du coup, j'ai pas trop poussé non plus. Mais c'est un sujet que je trouve important. Que je trouve important et qui aurait pu valoir la peine d'être creusé davantage. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma petite fiche la question des travailleurs détachés. Ah ouais, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ma petite ref à la directive Bolkenstein, hein, le fameux plombier polonais de 2005. Ou pour ceux qui étaient pas nés en 2005, c'était l'époque merde. Ah, je vais y arriver. Ah, merci pour le sub, Canis. J'allais dire un truc très intéressant. Oui, 2005, donc c'était l'époque du référendum sur la Constitution européenne. Et ironiquement, c'était la première fois que j'ai commencé un peu, pas à m'impliquer en politique, mais je commençais vraiment à m'intéresser à un débat politique. Et c'était un peu annonciateur, on va dire, une de mes premières expériences on va dire de politique était sur un sujet européen. Mais ouais, à l'époque, l'un des grands arguments contre cette constitution européenne, ce traité constitutionnel, c'était de dire ah bah oui, mais si on vote pour cette Europe, on va être envahi par les plombiers polonais, la directive Bolkenstein, etc. Ce qui n'avait absolument rien à voir avec le contenu du traité, mais effectivement, il y a eu toute une campagne euh, visant à faire peur sur le plombier polonais qui allait nous envahir si jamais l'Europe, si jamais on votait ce traité, etc. Entre autres, beaucoup de choses, hein. On pourrait parler du plan B, on pourrait parler de plein de choses, mais ouais, la directive Bolkenstein et plombier polonais, c'était un peu la mascotte une des mascottes du nom pendant la campagne de 2005. Donc ouais, j'ai pas pu m'empêcher de lâcher la petite ref, même si ça veut dire, enfin, effectivement, il y avait un truc caricatural sur la directive Bolkenstein et le plombier polonais. Il y avait effectivement des problèmes sur les travailleurs détachés, hein. Les travailleurs détachés, en gros, c'est cette idée que vous avez, je prends un exemple concret, vous êtes une entreprise en France, vous allez faire venir un travailleur, vous allez embaucher un travailleur, je sais pas, polonais, il va venir sur votre chantier en France et travailler pour vous, entreprise française, mais il va avoir un statut de travailleur détaché, ça veut dire qu'en fait, il ne va pas être sous statut français, il va rester sous statut polonais. C'est-à-dire que les normes sociales, les normes de salaire, etc., vont être les normes polonaises qui vont s'appliquer à lui et pas les normes françaises. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme étant un travailleur qui vient temporairement en dehors de son État membre et qui du coup relève toujours de ce pays-là. Ce qui évidemment a mené à des choses qu'on appelle dumping social, où il y avait des entreprises qui abusaient du système en allant chercher en fait les travailleurs les moins chers possibles en dehors du pays, hein, par exemple la France, mais pas que, en faisant bien des travailleurs étrangers et pour les payer moins cher, etc. etc. Et donc ça a créé il y avait d'énormes problématiques aussi dans la question du transport, hein, les routiers, et c'est quelque chose c'est un vrai problème. Il y a eu des réglementations sur justement ces travailleurs détachés lors du dernier mandat, du maire général et sur les questions des routiers. Ça a été des bastons absolument énormes. Pour les questions qu'on évoquait avant sur la question de l'Europe sociale, hein, puisque vous avez cette idée, les pays de l'Est qui voient ça comme un avantage compétitif et les pays de l'Ouest voient ça comme un truc injuste, une forme de discrimination contre leurs propres travailleurs. Mais maintenant, c'est davantage encadré, dans le sens où les travailleurs détachés existent toujours, mais c'est limité dans le temps. Il y a une vraie limite dans le temps de voilà, passer une certaine durée, c'est automatique, ils doivent être considérés comme étant travailleurs sous le droit français et pas sous le droit polonais, par exemple, etc. C'est maintenant très couramment utilisé dans les grandes entreprises, mais c'est pour les hauts cadres.
En se plaçant en short-term assignment, il travaille en France mais ne paye pas d'impôts dans le pays. C'est-à-dire t'as un haut cadre non français qui est embauché par une grande entreprise. Ah ouais, c'est marrant, ça, en fait c'est un inversement. Avant le travailleur détaché, c'était surtout pour on va dire les travaux manuels, les ouvriers, etc., etc. Et du coup, tu me dis que maintenant ils font ça pour les hauts cadres. En fait, c'est quasiment. Dans ce cas-là, ce serait quoi la différence avec un statut d'expat? Parce que les statuts d'expat, c'est en général, c'est les statuts pour les cadres, etc. Intéressant, ça, je savais pas. Je savais pas, mais c'est bien parce que là, comme tu me le dis, ça ressemble quasiment à un statut d'expat en fait, qui est un statut, enfin quelque chose qui existe déjà en fait. Je sais pas. Encore une fois, je suis pas un expert sur ces sujets-là, donc je bois tes paroles et ma gourde. Bref, moi c'était à peu près ce que j'avais en note là. Je sais pas si de votre côté vous avez des sujets que vous voulez que je discute sur interview ou autre. Hein. On peut papoter encore un petit peu. Sinon, on fait notre petite conclusion pépère et je vous laisse profiter du réseau de soirée. Donc, je vous laisse une minute ou deux pour me dire s'il y a des trucs que vous voulez que je raconte, pas que je raconte ma vie, mais que je discute ou que j'explique. Dites-moi. Sinon, je fais ma conclusion et je vais pouvoir aller grailler. J'ai pas mangé. J'ai pas encore mangé. Alors, je check mon téléphone, j'ai un truc. Non, pas d'inspiration. Bon bah écoutez, on va faire la petite conclusion pépouse, hein, pas de souci. Donc du coup... Ah, attends, vas-y. Je connais pas le statut d'imposition des expats, donc je peux pas dire, mais j'ai encore fait une mobilité d'un Allemand hier et la personne a cité bien pour dire « Je suis STA, pas expat ». Ok. Je ne sais pas. Je ne sais point, parce que... Après, la question, c'est est-ce qu'un statut d'expat, c'est pas pour en dehors de l'Union Européenne? Ça peut être ça, ouais. Peut-être, attends. Je fais une recherche. Statut expatrié. Alors, salarié expatrié à l'étranger. Qui peut être salarié expatrié? Blablabla. Et salarié STA, tu me dis? Avis salarié STA. Alors attends, tu me dis short term assignment. Je vois pas de truc. Form for expatriate management. Un truc de. Je suis sur un site d'expat et il parle de short term assignment. Ça a l'air d'un truc américain, je sais pas. Je sais pas. Attends, je te fous le statut d'expat là dans le chat. Tac. Hop. C'est le site service public, hein, donc ça donne le truc. Customisation fiscale. Blablabla. Il parle à l'étranger sur cette page-là. Donc c'est-à-dire que c'est pas extra-européen, c'est même si tu sors de France tout simplement. Je ne sais pas. Écoute, je te laisse creuser. Tu me diras à l'occasion. Mais sinon, ouais. Conclusion, faisons la petite conclue. J'espère que vous avez apprécié l'interview, comme d'habitude. Promis, tu me renseignes, tu fais un DM. Ah, merci. Merci. Donc ouais, j'espère que vous avez apprécié l'interview. Ce fut fort agréable, on a parlé de sujets intéressants. La prochaine fois qu'on se voit, demain, je fais revue de presse en anglais à 19h. Et dimanche à 18h, je fais la revue de presse en français. Donc j'espère vous voir soit demain,
soit dimanche pour cette revue de presse. Comme d'habitude, si c'est pas déjà le cas, et encore une fois, merci à Dart, merci à Ticanis pour les follow et les subs, mais n'hésitez pas à le faire, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous mets mes réseaux sociaux, Discord, Twitter, toutes les bonnes choses, hein, vous savez comment ça fonctionne, il y a juste à cliquer, vous trouvez tous les agendas, les programmes et tout le tintouin. Vous pouvez me trouver même, donc en plus vous pouvez rigoler sur l'Europe. Si ça c'est pas du service, hein. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous retrouve demain ou dimanche ou à un autre moment. À bientôt tout le monde. Ciao.